Bien, merci à vous d'être présents. Il y a des retards, hein, donc il y en a certains parmi nous qui vont arriver avec un peu de retard parce qu'ils travaillent. On pensait qu'en faisant le conseil municipal à 18 h, du fait du couvre-feu, les gens seraient disponibles, mais pour autant, ce n'est pas forcément évident parce que le travail continue quand même. Donc je sais qu'il y a Marie-Laure Chaumont et puis et Kevin Bonneau qui vont arriver donc avec un peu de retard. Beaucoup d'excuses ce soir malheureusement pour certaines raisons. François Edouin donc, qui m'a donné son pouvoir. François est on dit quoi maintenant, dizaine chez lui ou septaine, parce que malheureusement sa femme est malade. Olivia Bertrand qui est absente, enfin qui s'est fait donc représenter par Yveline Thibault qui aura son pouvoir. Géraldine Libersart qui est partie en vacances, donc le pouvoir pour Christian Grimaud. Annie Serin, pouvoir pour Fabienne Parpaillon. Annabella D'Acosta, qui est malade, qui a donné son pouvoir à Arnaud Charpentier. Loïc Pogam, qui est retenu, qui a donné son pouvoir à Stéphanie Le Goff. Jean-Marc Boitel, qui donne son pouvoir à Francis Villemot. Anne Loriot-Vetterazzo, qui travaille, qui a donné son pouvoir à Jean-Philippe Charrier. Et puis Jennifer Maco, qui travaille également, qui est sur Fontenay. Ah, c'est mieux. Pour moi, à mon avis, c'est mieux. Ouais. Merci. Et qui donc a donné son pouvoir à Francis Vrignot. De votre côté, il n'y a pas de... Non, c'est bon, vous êtes tous présents. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est donc de choisir un secrétaire de séance. En l'occurrence, ce sera Julia. Pas de souci. Merci, Julia. Bon, on n'a pas de problème de quorum du fait que nous sommes encore en état d'urgence. Donc, bien évidemment, pas de souci particulier. Une présentation de l'outil en main est prévue ce soir à l'ordre du jour. Je pense que l'outil en main, à mon avis, ils avaient dû comprendre 19 h au départ, parce que le conseil d'habitude se fait vers 19 h. Donc ils arriveront peut-être, à mon avis, avec du retard pour la présentation donc, de l'association. Puis s'ils ne viennent pas, eh bien, on remettra ça au prochain conseil municipal, peu importe. Enfin, s'ils arrivent tout à l'heure, on les accueillera avec plaisir pour nous présenter leur association. Avant donc de commencer ce conseil municipal, tout d'abord je voudrais en profiter parce que c'est le dernier conseil municipal de notre directrice générale des services, donc Corinne Casseron-Perrier, dernier conseil municipal, car dans quelques jours, à la fin de la semaine, Corinne, vous allez quitter la collectivité. Je voudrais officiellement, au nom de la municipalité, vous remercier pour les très nombreuses années consacrées au service de la collectivité. Et je sais que de tout cœur, tous les agents de la collectivité sont avec vous en ces instants. Je vais très rapidement dérouler votre carrière qui s'est passée essentiellement à la mairie de Luçon. Donc, ça fait 39 ans maintenant. Donc, vous êtes arrivé en 1982, le 1er février, sur la collectivité. Vous étiez recruté à l'époque en qualité de commis, c'est ce qu'on dit, aujourd'hui c'est adjoint administratif, mais à l'époque ça s'appelait commis, donc au service d'état civil. Et vous avez œuvré donc entre 82 et puis décembre 87 au secrétariat général, secrétariat du maire et au CCS. En 1984, au 1er février, vous êtes nommée rédactrice en chef, enfin rédacteur. De 1998 à 2001, vous êtes responsable des ressources humaines. Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2008, vous êtes directrice générale adjointe des services, en charge principalement aux finances, à la police municipale, à l'administration générale, aux ressources humaines et aux affaires scolaires. En 1er janvier 2004, vous vous êtes nommé attaché. Et du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2016, vous êtes à nouveau directrice générale adjointe des services, en binôme avec la directrice générale des services, pour tous les services confondus de la collectivité. Et depuis le 1er octobre 2016, vous êtes détaché dans l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la ville de Luçon. Alors c'est vrai que 39 années au sein de la collectivité, on peut dire que c'est un vrai sacerdoce. Vous avez œuvré avec... je ne veux pas dire que vous avez épuisé, mais vous avez œuvré avec 5 maires, de nombreux élus et de très nombreux collègues. Bien sûr, les évolutions matérielles et organisationnelles
au fil des ans, ont changé bien sûr les habitudes et les bouleversements incessants, notamment au sein des statuts de la fonction publique. Vous avez su vous adapter bien sûr à tous ces changements. Moi, ce que j'ai pu apprécier, je pense que tous les élus qui sont autour de la table seront unanimes avec moi, c'est votre professionnalisme constant, les compétences indéniables dans vos fonctions et surtout cette volonté à toujours être plus performante et toujours faire mieux dans votre travail au quotidien. Vous êtes dans le souci du détail permanent, quelque chose que moi j'admire et que je m'étais donné comme doctrine durant toute ma carrière également. Donc franchement, souci du détail et du travail bien fait. Il y a bien sûr d'autres qualificatifs qui peuvent vous être attribués, mais j'en retiens simplement, pour moi, ceux qui sont indéniables, c'est la bienveillance, l'écoute, et puis également le non-jugement. Car effectivement, vous avez su manager vos équipes dans un état pur et à travers tous les échanges avec les agents. Je sais que nombreux sont ceux qui ont apprécié votre démarche, justement d'être dans le non-jugement et au contraire, bien évidemment, d'apprécier les choses et d'essayer de toujours faire en sorte que l'agent se sente bien au sein de la collectivité. Pour tout cela, je veux vous remercier. Malheureusement, on le sait, dans les circonstances actuelles, on ne peut pas vous remercier de la façon dont on le souhaiterait, notamment avec tous les chefs de service et les agents. C'est frustrant pour vous, mais comme pour nous, bien sûr, pour tous vos collègues de la mairie également. Et je souhaite exprimer, en mon nom propre et en celui de la ville, bien sûr, notre satisfaction d'avoir vraiment travaillé et œuvré à vos côtés. Et je sais que jusqu'au dernier instant, vous l'avez fait. Merci Corinne pour ça. Et puis je pense qu'on peut vous applaudir. Alors juste à la fin du conseil municipal, nous aurons quelque chose à vous remettre avant, bien sûr, votre départ ce soir, avant de rentrer chez vous. C'est un tout petit présent, mais pour vous montrer notre satisfaction à avoir été avec vous. Ce que je vous propose, c'est déjà tout simplement de décliner les premières annonces concernant le conseil municipal. Tout d'abord, je vous demande d'approuver le compte-rendu du conseil municipal du 15 décembre 2020. Aviez-vous des remarques à faire à ce propos ? Non, monsieur Bonhomme, bonsoir. Je voulais juste revenir sur les décisions du maire, le tableau qu'on a eu en annexe. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou pas. Si, c'est le moment d'en parler ? Vous ne m'entendez pas ? Non, c'est les décisions au conseil municipal du 23 février, information donnée. Ça va de la D112 à la D121. Oui, ok. Oui, ben c'est celle-ci alors, d'accord. Deux questions, si ça ne vous dérange pas. La première concerne la D113, les honoraires pour dossiers, Luçon et Péril, bâtiment raison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus clairement ce à quoi correspondent ces 1 551 € des frais d'avocat, là, s'il vous plaît ? Attendez, je vais rechercher tout de suite. On est dans les DIA, hein ? C'est ça. Tableau de décision. On l'a vu en annexe avec le mail de convocation. Ah pardon, je crois que c'était les DIA. Ce sont les décisions que vous cherchez. Et c'était quoi la question sur les décisions ? La D113, honoraires pour dossier Luçon et Péril, bâtiment raison. Si vous pouvez clarifier cette décision. J'entends pas. Attends, ok. Ah, tableau décision. Non mais ça y est. On est en démarche, donc c'est une maison qui est en péril
qui se situe dans le virage de la rue Julien-David. La personne, donc c'est un litige entre Madame Raison et Monsieur Ravon. Raison. Donc Madame Ravon a été relogée. On l'a relogée, nous, dans un logement municipal depuis bientôt 2 ans, qu'elle est là-bas, de façon à ce qu'on la mette en sécurité. Et bien évidemment, il y a des démarches à faire entre Madame Raison et Monsieur Ravon, mais nous aussi, la ville de Luçon, donc on est partie prenante. Donc ce sont des frais d'avocat concernant, donc ce sont des frais d'honoraires sur ce dossier qui traîne depuis 2 ans et qui n'est malheureusement encore pas terminé. D'accord, merci bien. La D114, juste en dessous, Oui. Est-ce que vous pouvez clarifier également le contrat de prestation de service pour la création de contenu pour le panneau d'affichage numérique outdoor, en extérieur donc, de la société Cocktail Vision? C'est surtout le montant qui paraît astronomique, 20 502 €. Oui, c'est le contrat annuel que nous avons concernant la publicité sur le panneau d'affichage qui est donc en face de la Poste. Alors tous les mois, nous avons 1800 € hors taxes d'engagés pour toutes les parutions publicitaires. C'est-à-dire qu'elles sont envoyées donc sur Cocktail Vision et c'est eux qui mettent en forme, c'est eux qui font donc toute l'infographie. Donc c'est la location, maintenance, location et mise en page donc de cette structure. 1800 € hors taxes par mois. Ça paraît énorme, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est énorme, oui. 20 000 €. En plus, ce panneau, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde le regarde. Ouais. Il est situé pas loin de la cathédrale, je ne suis même pas sûr qu'il soit légal. Je pense que c'est l'occasion de s'en séparer. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup les publicités. On ne va surtout pas s'en séparer. Au contraire, on va augmenter le nombre. On a convenu avec Cocktail Vision, l'année prochaine, on en mettra un second qui sera situé sur le Grand Champ de Foire. Ouais. Il sera visible. Nous aurons à ce moment-là près de plus de 2000 jeunes qui sortiront des collèges, lycées. Donc on en rajoutera un second, bien évidemment. Par contre, le coût de la prestation n'augmentera pas, lui. Que l'on soit sur 1 ou sur 2, il y aura peut-être un tout petit écart, mais le coût de la prestation n'augmentera pas. D'accord. Ça me Donc paraît on est beaucoup. en contrat avec eux. Ouais. Ça me paraît beaucoup, hein. Franchement, 20 000 €. Ouais, ça peut sembler énorme, mais c'est ça. D'accord. Merci bien. Voilà. Oui, c'est vrai que alors le positionnement près de la Poste est celui qui avait été souhaité à l'époque. Et aujourd'hui, on souhaite effectivement avoir plus de lisibilité sur la communication et en mettant un sur le champ de foire, donc auprès des collèges et des lycées, ça sera d'autant plus intéressant pour communiquer auprès des jeunes notamment. Voilà. C'est bon concernant pas d'autres. Est-ce que vous aviez d'autres remarques concernant le conseil municipal? Non? Très bien, merci. Alors, approbation des comptes, c'est fait. Les décisions, vous les avez. Les DIA du mois de décembre 2020 et janvier 2021, vous les avez également reçus. Donc, voilà. Est-ce que les gens de l'outil en main sont prêts, Christian? Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, on commence à décliner le conseil municipal. Et puis, quand ils seront présents, on l'interrompra de façon à ce qu'ils puissent intervenir. Et on reprendra par la suite. Ça ne pose pas de problème? Non? OK. Alors, je commence par la première délibération. Bon, elle est très simple, hein. C'est la délocalisation des séances du conseil municipal. En fait, tout simplement, l'hôtel de ville est prévu pour une capacité ici. La salle du conseil municipal située à l'hôtel de ville est prévue pour une capacité de 33 personnes. Bon, depuis quelques mois, vous savez qu'on s'est délocalisé donc, sur l'espace Plaisance. Malheureusement, pas malheureusement, mais ou bien heureusement, on ne sait pas dans quel sens on peut l'interpréter. L'espace Plaisance actuellement est donc voué à être le centre de vaccination donc, de notre bassin de vie. Donc il est plus utilisable en l'état. On ne peut pas bien sûr l'occuper sur des séances particulières. Donc ce qui est proposé dans cette délibération, c'est de délocaliser les séances du conseil municipal dans les prochains mois, peut-être, on ne sait pas combien de temps ça durera, au moins donc, à titre exceptionnel, donc à la salle des fêtes de Luçon, donc dans l'espace où on est aujourd'hui, 5 rue de l'Hôtel de Ville. Est-ce que vous avez des remarques sur cette délibération? Non. C'est juste au niveau du son, c'est clair que ouais. Je pense qu'il y a des efforts à faire. Si on peut améliorer, je ne sais pas si c'est les micros, si c'est le plafond qui résonne, mais c'est clair qu'on ne s'entend pas très très bien en tout cas.
où je vous rejoins, c'est que quand on a refait la salle, enfin la salle a été refaite en régie, hein. On peut se féliciter du bon travail qui a été fait par les agents. Par contre, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on fasse une étude de sonorisation pour peut-être avoir une sono permanente d'ailleurs, ce qui serait intéressant, quelque chose de pas mal. Donc c'est peut-être une petite étude qu'on pourrait mener, parce que c'est vrai que c'est un peu... enfin, moi, je vous entends bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien, non? C'est affreux? Nous, on s'entend très bien. On s'entend très bien. Mais on vous entend aussi. Ok. Juste une remarque, on est passé de 10-12 degrés à la salle des fêtes, à la salle Plaisance, à 25-26 ici. Il y a une différence de température aussi assez notable entre les deux salles. On n'était pas prévenus, mais on va s'adapter. Hein. Ok. Bien, donc je vous demande d'approuver le transfert de la salle du conseil municipal à la salle des fêtes de Luçon et de préciser que cette bonification temporaire sera explicitement mentionnée sur les convocations aux différents conseils municipaux et fera l'objet d'une information auprès de la population par voie de presse, affichage et publication sur le site internet de la collectivité. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On salue l'arrivée de Kevin. Merci Kevin. La deuxième délibération, je vais laisser donc la parole à Madame Thibault pour la présentation donc, de délibération concernant le FIPD. Merci Monsieur le maire. Alors, c'est donc un autre dossier de demande de subvention FIPD qui est proposé, un autre appel à projet. Donc en fait, on en profite pour compléter ce qui a été fait déjà la fois précédente. Et là, en fait, on veut à la fois protéger les agents de la police municipale. Donc en fait, ils vont avoir du matériel supplémentaire de communication. Il va y avoir également un projet prévention numérique mené par M. Blénaud Lionel, donc, qui concerne les CM1 et les CM2 sur des groupes scolaires, sur les groupes scolaires de la ville. Et puis augmenter des lieux qui n'étaient pas encore dotés de vidéoprotection, ce qui fait qu'en fait, comme ça, les lieux stratégiques du centre-ville seront tous sous vidéosurveillance et protection, en fait. Voilà. Donc, en fait, il y a eu un avis favorable à la commission des finances du 9 février. J'ai entendu mon exposé. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande si vous êtes favorable. On avait juste une question, si vous pouvez rappeler les 4 endroits plus précisément, entre guillemets, ciblés par les nouvelles pour caméras. Les nouvelles, donc il y a sur la place des Acacias, en fait, au niveau du PMU là, et de la statue Richelieu, là, il y a la place des Acacias, il y a la place du Minage, et il y a sur la route des Sables, l'intersection, la route des Sables, la route des Soupirs, là, pas très loin de l'Oncle Sam, là. C'est les 4 lieux qu'on rajoute, qui sont des lieux stratégiques. On a fait cette étude en collaboration avec la police municipale et la gendarmerie, en fait. Plus le technicien qui fournit le matériel. Donc on essaie d'adapter et de mettre le matériel le plus efficace pour avoir les meilleurs résultats. D'autres questions? Oui, sur les caméras piétons, ça y est, elles sont arrivées, elles sont en service? Ah bah non, pas encore. Non, parce que là, c'est la demande de dossier, donc on attend d'avoir le financement. Donc là, on s'attend... En fait, on fait une délibération pour proposer le dossier FIPD, là. D'accord. Bon, on attend les caméras piétons, voir comment vont être utilisées par la police municipale. Voilà. Oui, juste rajouter par rapport à cette démarche que l'on fait actuellement. Tout à l'heure, on était en réunion de bureau de la communauté de communes, Sud Vendée Littoral. Savoir qu'il y a des communes qui ont des équipements. Hein, vous avez Saint-Michel-en-Lerme, vous avez Saint-Gemme, hein, vous avez Mareuil également, donc maintenant Luçon. Et puis, il y a une demande qui a été faite par la gendarmerie d'une demande de mise en place de 9 caméras, si possible, sur les grands axes de la communauté de communes. Hein, donc, il y a une étude qui va être faite par la préfecture. Alors, ce sont des études qui sont gratuites, en fait. Donc, c'est par l'adjudant Pierre, là, le spécialiste de la Vendée en vidéoprotection. Donc c'est une étude qui va être menée, puis après peut-être qu'en conseil communautaire, dans quelques mois, on validera ou pas
donc cette mise en place de caméras. On s'aperçoit que malheureusement, c'est ce qu'on disait, c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure. Il nous faisait savoir que sur Mareuil-sur-Lay, par exemple, vous avez une caméra, bon, on peut le dire, au niveau du pont, là, le pont des Deux Laits. Il n'y a pas une journée où ils ne sont pas sollicités pour des prises de vue par les forces de l'ordre pour capter les images, parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation qui ne sont pas toujours bienfaisants. Voilà les précisions que j'allais apporter. On le soumet au vote. Alors pour le FIPD, donc fonds d'intervention pour la mise en place éventuellement de nouvelles caméras, et puis les caméras piétons aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, donc voté à l'unanimité. On va peut-être laisser la place à l'outil en main, puis on continuera après. Je laisse Yveline reprendre la délibération suivante. Merci, monsieur le maire. Donc, ça concerne la subvention pour la mise en place d'un garage solitaire sur la commune de Luçon par l'association Atelier Méca Sud-Vendée. Donc, je pense que vous avez la connaissance de cette association qui déjà œuvre sur Fontenay-le-Comte via déjà un garage sur Niort. Donc, c'est quelque chose qui a une antenne sur Luçon pour 2 scooters ou 3 scooters. Et en fait, ils aimeraient se développer sur notre secteur, sur notre communauté de communes. Donc, en fait, c'est pour permettre aux personnes en difficulté, ponctuellement ou régulièrement, de pouvoir se déplacer, en fait. Et donc, ça permet aussi d'aider les gens qui sont en insertion professionnelle. Donc, il y a actuellement la possibilité sur la commune de la Châtaigneraie et de Sud-Vendée Littoral. Donc, ils doivent faire une étude pour solliciter une étude auprès d'un cabinet. Et donc, en fait, c'est là où ils nous demandent une participation financière pour cette étude qui est d'un montant de 22 800 €. Donc, en fait, ce qu'ils nous demandent, c'est une participation, nous, pour la ville de Luçon, qui serait de 1 140 €, puisque le reste serait donné par les communautés de communes et qu'il y a une participation de 55% par l'État, soit 12 540 €. Donc, en fait, nous proposons donc au conseil municipal d'apporter ce soutien donc, de 1 140 €. Il y a eu un avis favorable à la commission des finances le 9 février. Ayant entendu l'exposé, donc le conseil, après en avoir délibéré, approuve le versement d'une subvention pour l'étude liée à l'installation d'un garage solidaire au profit de l'association Atelier Méca Sud-Vendée pour un montant de 1 140 €. Autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tout document afférent à ce dossier et dit que les crédits sont inscrits au budget. Vous avez des questions? Vous avez connaissance, je pense, de ça? Oui, on avait échangé pendant la commission finance. Non, c'est le même problème que pour l'association. Ça serait bien que ça vienne sur Luçon aussi. Ça paraît très logique, toujours pareil. Donc si ça peut venir sur Luçon, ben, tant mieux, pas de souci. Voilà. Alors là, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille déjà avec l'atelier Méca. On était, depuis le départ, la ville de Luçon a été associée au projet. Ça ne s'était pas fait sur Luçon parce qu'ils avaient bien sûr axé leur action sur Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, il semblerait, donc c'est l'étude qui le montrera, c'est pour ça qu'il y a cette étude qui va être mise en place pour 22 800 €. Il semblerait que sur Luçon et puis la Châtaigneraie, il y ait des besoins. Après, ce n'est pas pour autant que le garage sera à Luçon. Là, cette fois, le garage pourra peut-être se situer dans une commune environnante, en tout cas. Ça peut être à Chanay, par exemple. Si un garage était tout près de Chanay, pourquoi pas? C'est quand même à proximité de Luçon. En tout cas, bon, pour l'étude, là, il est logique qu'on puisse intervenir et qu'on s'inscrive dans cette démarche. Ça fait 1 140 € pour la ville, donc c'est quelque chose de dérisoire, enfin, et puis normal. Je pense qu'on puisse participer à cette étude. Donc très vite, on saura après, effectivement, en fonction de l'étude, si c'est faisable ou la faisabilité donc de cette chose sur notre secteur. Par contre, si vous-même, dans vos connaissances, vous avez des garages ou ce qui pourrait ressembler à un garage sur Luçon ou autour de Luçon, n'hésitez pas à le faire savoir parce qu'actuellement, bien sûr, ils sont sur cette étude, mais aussi sur la recherche du bâti. Voilà. Je sais qu'il y a l'ancien garage Ford à Luçon, là, où il y a maintenant Baudry, je crois, c'est Baudry. Derrière, il y a des hangars. On va peut-être regarder de plus près, mais enfin, voilà, faut essayer de creuser, savoir si on peut effectivement les accueillir assez naturellement sur la ville.
Voilà, donc on soumet à votre vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Quatrième délibération, donc c'est l'attribution des permis de conduire. Christian Grimaud, la Convention. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, attribution d'une bourse permis de conduire, c'est un dispositif qui existe déjà depuis longtemps et qui permet à des jeunes de 18 à 25 ans d'obtenir une aide financière de la collectivité pour passer leur permis de conduire. Donc, ce dispositif est encadré d'une part par une charte d'engagement entre la ville et le bénéficiaire, et également donc une convention de partenariat entre la ville, bien sûr, et l'auto-école du bénéficiaire. Alors, donc, cette bourse est attribuée en contrepartie d'une mission citoyenne d'intérêt général que le bénéficiaire doit à la collectivité, d'une durée de 55 heures. Donc, cette bourse qui est attribuée, donc, on propose donc d'un montant pour chaque bénéficiaire de 800 €. Qui permet quand même de financer une bonne partie du permis de conduire. Donc les dossiers de candidature pour pouvoir accepter, donc on a 5 jeunes par an qui pourraient en bénéficier au maximum. Et les dossiers de candidature seront soumis donc à une commission technique qui sera formée de 4 élus et de 4 personnes de la société civile, comme vous voyez sur la délibération. Donc voilà un petit peu le dispositif, comment il se présente. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le versement d'une bourse de permis de conduire pour un montant plafonné de 800 € par bénéficiaire, dans la limite de 5 bénéficiaires par an âgés de 18 à 25 ans. Autorise Monsieur le maire et moi-même à signer la charte d'engagement et la convention de partenariat dans le cadre de la dite bourse et tout document relatif à ce dossier. Donc là, vous avez les 4 membres élus de cette commission technique et les 4 membres de la société civile. Dit que les dépenses seront imputées au budget communal en cours. Donc voilà ce que je voulais dire concernant cette délibération. Oui, on avait changé en commission finance. Très bonne initiative. Je pense qu'il faut aider les jeunes à passer le permis de conduire. On sait qu'il y a des gros soucis de mobilité pour trouver un travail sans voiture, c'est très compliqué. Ce qui manquerait dans cette délibération, c'est certainement les conditions et tâches liées au TIG, les missions qu'on pourrait demander et attendre. Comment vont se dérouler les 55 heures? Est-ce que l'architecture est déjà faite? Je ne sais pas, les 55 heures, c'est que le samedi, c'est que pour les vacances? On aura affaire à des étudiants, ou en tout cas des élèves en terminale, qui ne seront pas souvent disponibles. Donc je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Je pense que c'est ça qui manque dans la délibération ici, c'est juste quelque chose de plus précis par rapport aux missions attendues. Alors ces tâches de mission d'intérêt général, enfin mission citoyenne d'intérêt général, sont prévues, être effectuées. Donc on ne peut pas demander non plus des gestes de technicité aux des jeunes bénéficiaires. Donc on a prévu de les positionner dans le service des espaces verts. Parce que c'est là que ils ont besoin de personnel, ils ont besoin de main-d'œuvre, et je pense que c'est le meilleur endroit où on peut leur faire ces heures d'intérêt général. Pour ma part, moi, comme c'est pas figé, c'est pas figé dans le marbre, dans la convention, je pense que ce qui serait bien, c'est que les commissions, quand vous allez vous réunir pour sélectionner les jeunes, parce que je sais pas, il y aura peut-être 10 ou 15 candidats, il va falloir à un moment donné les sélectionner. Je pense qu'une fois que vous les aurez sélectionnés et une fois que vous les aurez, vous aurez dit, voilà, c'est toi, tant mieux, tu es éligible. C'est peut-être de convenir avec lui, à ce moment-là, de la faisabilité. C'est-à-dire parce que peut-être qu'on va se retrouver avec quelqu'un, malheureusement, avec des difficultés physiques, qui ne pourra pas aller dans les espaces verts, qui ira plutôt faire des tâches administratives. On a beaucoup de scans, je sais, à faire, là, de mémorisation. Voilà, ça peut être ça aussi. Je pense que ça sera à convenir entre vous, la commission, et puis la personne, de quand, comment, avec qui, quoi. Enfin, c'est ce qu'il faudra peut-être mettre en place, Christian. Ça sera plus facile, parce que là,
aujourd'hui, on ne peut pas prémunir qu'il y aura forcément que des gens avec des gros bras qui vont faire du désherbage. Hein. Ça, c'est pas certain. Voilà. Puis il faut ouvrir la porte à tout le monde. Tout à fait. De toute façon, il est bien précisé aussi dans les conditions qu'on doit quand même aussi mesurer la motivation du candidat pour la réalisation de la mission citoyenne au service de la municipalité. Donc ça permet aussi d'évaluer aussi ses motivations et de voir où on peut le positionner. Et c'est aussi le rôle de la commission de pouvoir évaluer cette motivation. Ok, merci. D'autres remarques? Non. On soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci, votez à l'unanimité. Alors la délibération suivante, la 5e, c'était C. Pardon, elle aurait dû être présentée par François Edouin. Malheureusement, il n'est pas là. On pense bien à lui. Donc c'est une convention assez simple. Hein. D'ailleurs, les deux conventions, c'est une délibération assez simple. Hein. D'ailleurs, la délibération suivante est du même tenant. D'ailleurs, hein, c'est vraiment la convention de mise à disposition des locaux et notamment du clubhouse pour cette-ci du stade Jean de Mouzon auprès de la structure. Alors, on a mis cette délibération en place parce qu'il y a une nouvelle présidente maintenant. C'est une femme d'ailleurs qui est présidente du club de foot de Luçon, hein, que l'on félicite bien sûr, et Madame Blanchet. Et donc, comme il y avait une nouvelle présidence, il fallait bien que ce soit une nouvelle convention qui soit signée par ses propres mains. Dans cette convention, l'objet, c'est bien sûr de mettre à disposition gratuitement les locaux donc, du stade Jean de Mouzon. Alors, je rappelle les locaux, vous avez une salle de réunion avec un clubhouse d'à peu près 210 mètres carrés. Vous avez un local friterie également, un local à usage de réserve et puis divers matériels hein, qui sont annexés en pièces jointes donc de l'annexe. Hein. Ce qu'on rappelle surtout, c'est que ce local doit être utilisé qu'à des fins d'activité conformes au statut de l'association. C'est-à-dire qu'on n'est pas là-bas pour faire un baptême ou un mariage le week-end. On est vraiment là pour y tenir des réunions, des assemblées. Hein, voilà, c'est ça principalement donc l'objet de la convention. On demande bien sûr à ce que l'association prenne une assurance pour ses activités hein, et puis mettre en place toutes les dispositions relatives à la sécurité. La responsabilité bien sûr de l'association est engagée concernant des dégâts qui pourraient avoir lieu au sein de la structure. Voilà. Il n'y a pas de redevance, c'est à titre gracieux. Hein, et la convention est donc définie pour un délai de 3 ans. Voilà. Avez-vous des remarques, des questions? Non. Très bien. Écoutez, je vais le soumettre à votre vote. Alors, le conseil municipal, après en avoir délibéré, puis vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 février, donc décide de la mise à disposition permanente pour une durée de 3 ans des locaux du clubhouse du stade Jean de Mouzon, au profit de l'association, bien sûr, Luçon Football Club, accepte les termes de la convention de mise à disposition et m'autorise M. François Edouin, adjoint au maire, à signer la convention de mise à disposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Donc la délibération suivante, c'est la même. Hein. Donc elle est prise pour, cette fois, les locaux donc, du clubhouse de la Plaine des Sports du Sourdy. Hein, vous connaissez très bien donc, ce corps de bâtiment. Et puis après, les modules qui ont été rajoutés donc, il y a quelques temps. Bien. Donc je vous demande, avez-vous des remarques concernant cette délibération? On peut passer très vite. Hein, donc on vous demande de décider bien sûr de la mise à disposition pour une durée de 3 ans à titre gracieux, d'accepter les termes de la convention et de m'autoriser ou d'autoriser M. François Edouin à signer les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. La 7e délibération, c'est la mise en place d'un mode de paiement par carte d'achat public. Je laisse la parole à Arnaud Charpentier. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'afin de faciliter les paiements des petites dépenses courantes et de réduire les coûts de traitement des commandes et le délai de paiement pour les fournisseurs, il est proposé de mettre à disposition donc, des services un dispositif de carte d'achat public. Donc effectivement, c'est vu carte d'achat public à compter du 1er mars 2021. Les conditions tarifaires, vous les avez au niveau de l'annexe, donc c'est au niveau de la caisse d'épargne, avec un plafond de 10 000 €. Donc de définir donc, le paramètre des cartes d'achat qui limitent leur utilisation au paiement de fournitures de services et ou de règlements par Internet et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette délibération. Avez-vous des remarques concernant cette délibération?
Donc c'est l'achat de 2 cartes, hein, une carte qui serait mise en place donc au service financier de la ville, hein, pour permettre aux agents d'avoir des menus achats, hein, de façon à faciliter tout de suite l'achat, et une carte qui est mise à disposition pour les élus dans le cadre de certains déplacements, lorsqu'il faut acheter un billet de train qu'il faut payer en direct. Donc cette carte peut servir à ça, pour aussi certaines réceptions, hein, moyennant bien sûr le ticket de caisse justificatif, hein, qui doit être transmis immédiatement et sans plus tarder au directeur financier, hein, de façon à ce qu'ensuite puisse être engagée la dépense. Voilà. C'est quelque chose qui est réglementé, hein, et que nous sommes donc autorisés à mettre en place. Avez-vous d'autres remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Donc votez à l'unanimité. Budget principal, vote des taux. Alors là, c'est un changement. Enfin, je laisse Arnaud nous expliquer pourquoi les taux ont changé si subitement. Enfin, un taux. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, il convient de voter à travers ce conseil municipal les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2021. Donc on a une délibération du 15 décembre 2020 qui fixe les taux de la taxe foncière et de la taxe sur le bâti non bâti. Donc l'article du 28 décembre 2019, donc de finances pour 2020, prévoyant la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Donc le conseil municipal, lors de la séance du 15 décembre 2020, avait choisi de ne pas augmenter les taux d'imposition et voter un taux identique à celui appliqué en 2020, soit 26,87%. Suite à la réforme de la fiscalité locale, il convient pour l'année 2021 de reprendre le taux voté par le conseil départemental sur l'exercice 2020. Donc ces taux-là, c'est pour le taxe foncière bâtie de 43,39%, soit un taux communal identique à celui de 2020, donc 26,87, soit majoré du taux du département, donc de 16,52, et un taxe foncière non bâtie à 68,59%. C'est juste, on prend acte et on associe ce qui était les taxes départementales avec les taxes de la commune, et les taux de la commune, qui n'avaient pas évolué. Des remarques concernant cette délibération? Bon, il n'y en a pas. Hein, bon. Alors, dans toutes les communes de France et de Navarre, bien sûr, cette délibération va être prise, parce que comme tout le monde l'avait fait, ils avaient pris simplement le taux communal, sauf que maintenant, il faut rajouter le taux, bien sûr, du département pour la transparence, ce qui peut se comprendre. Donc, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, donc, concernant la mise en place d'une convention de servitude avec la ville et Enedis, hein, pour le renouvellement d'un câble. Je laisse donc la parole à Francis Vrignot, en l'absence de Denis Lesage. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la société Enedis qui a sollicité la ville de Luçon pour pouvoir implanter un poteau afin de changer une ligne basse tension. Cette ligne alimente la ferme de la Coupe et actuellement, elle est en fil nu. Donc, c'est pour sécuriser l'alimentation de cette maison. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les termes de la nouvelle convention, autorise monsieur le maire ou monsieur Denis Lesage, adjoint au maire, à signer la convention de servitude avec Enedis, ainsi que les extraits de plan. Donc, pas de remarque particulière, hein, ce sont des travaux pour faire en sorte que les gens puissent avoir l'électricité. Voilà, donc on soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Délibération suivante, je laisse la place toujours, je cède la parole à Francis Vrignot, donc pour l'éclairage du Petit Faugeroux avec donc le CIDEV. Merci, monsieur le maire. Sur le chemin du Petit Faugeroux, il y a une portion de la voie qui n'est pas éclairée. Le CIDEV, afin d'y remédier, propose la fourniture de 7 candélabres. L'estimation des travaux s'élève à 10 057 € hors taxe. La participation de la commune s'établit à hauteur de 70%. Ainsi, la participation communale restante serait de 7 040 € hors taxe. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 3 février 2021,
Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 7 040 € relative à la pose de 7 candélabres, autorise M. le maire ou M. Denis Lesage, adjoint au maire, à signer la convention. Bien, donc pas de remarque particulière hein, pour le Petit Fougeroux. Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous en remercie. Donc voté à l'unanimité. Délibération suivante, la 11e, effacement de réseau de télécommunications chemin du Petit Fougeroux cette fois. Enfin encore. Francis. Et c'est toujours dans le même secteur. Il profite de la pose de la fibre optique pour enterrer les réseaux, pour servir tous les foyers, l'ensemble des foyers luçonnais. Il profite de passage de l'enfouissement des réseaux pour intégrer tout le réseau électrique pour alimenter les candélabres qui vont poser dans ce cadre-là. Les montants des travaux s'établissent à hauteur de 38 257 €, 47 909 € TTC. La participation de la commune s'établit à hauteur de 65% pour les infrastructures de communication électronique et de 70% pour l'éclairage public. Ainsi, la participation totale de la communale serait de 27 973 € hors taxe. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 3 février 2021, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 27 973 € pour l'effacement des réseaux de télécommunications et d'éclairage public sur le chemin du Petit Fougeroux. Autorise M. le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Autorise M. le maire ou M. Denis Lesage, adjoint au maire, à signer la convention. C'est sur le même tronçon, ils vont mettre l'éclairage public et enfouir les réseaux sur ce tronçon. Merci. Des remarques? Non? Très bien. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous en remercie. La 12e délibération, cette fois, c'est donc Stéphanie Le Goff qui va nous la présenter. Ça concerne la Société Philharmonique et l'utilisation des locaux, donc à la salle Marie-Renée Blénaud, située à la Maison des Services Publics, avenue Maréchal Delatte de Tassigny. « 55 musiciens qui évoluent donc au sein de l'ancien cinéma Espace 3, qui est donc indiqué ici dans cette délibération comme maison des services publics, avenue Maréchal Delatte de Tassigny. Donc c'est purement, là encore, juste le fait de vraiment avoir cette convention qui soit finalisée. Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 1er février 2021, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 9 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de mise à disposition gratuite des locaux municipaux, donc la salle Marie-Renée Blénaud, au sein de la Maison des Services Publics. Représenté par son président, M. Yann Chevalier. Autorise M. le maire ou moi-même à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Vous aviez en index 8 les précisions de la convention. Voilà. Avez-vous des remarques à faire sur cette délibération? Très simple. Hein. En fait, à savoir qu'on n'avait jamais pris de convention donc avec la Philhar et sur cette salle qu'ils utilisent quand même déjà depuis quelques années. Donc il était temps de le faire. À noter, parce que je crois qu'il y avait une condition qui avait été posée à la commission finances, c'est qu'effectivement les fluides sont pris en charge par la communauté de communes. Hein, comme c'est un ensemble, il n'y a pas eu de réseau et de compteurs annexes. Hein. Les fluides sont pris en charge par la communauté de communes. C'est ça, la question aussi que j'avais posée à ce moment-là, c'était, je ne me rappelle plus, la convention disait que c'était mettre en tout cas un interrupteur qui coupait le chauffage pour la semaine, parce qu'ils ne sont pas tout le temps, j'imagine, et c'était malheureux de laisser toute la semaine le chauffage tourner. Je ne sais pas s'il y avait eu la réponse à cette question. Alors, moi, je n'étais pas présente à la commission finances. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment se délabre quand même de manière un petit peu régulière. Il y a eu par exemple une fuite au niveau du sas de l'entrée.
Et je pense que couper réellement le chauffage, on sait que les bâtiments, après, malheureusement, périclitent. Et je pense qu'au lieu de baisser le chauffage, il faut peut-être envisager justement avec la Comcom de baisser le chauffage, mais pas de l'éteindre complètement. Je pense que couper le chauffage totalement, vu le bâtiment, ce serait dommageable. La difficulté, c'est que c'est ce hall d'accès là qui est énergivore en fait. Hein. Il n'est pas du tout effectivement isolé malheureusement. Très bien. Avez-vous d'autres remarques? Non. Oui, c'est bien marqué dans la Convention qu'il faut prêter attention effectivement à faire en sorte de ne pas gaspiller l'énergie. On vous soumet donc cette délibération à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc votez à l'unanimité, on vous en remercie. 13e délibération, travaux d'innovation du kiosque à musique, les demandes de subvention, on y revient. Madame Stéphanie Le Goff. Merci, Monsieur le maire. Donc, une double demande de subvention pour finaliser le budget de rénovation du kiosque. Donc, cette délibération concerne le programme du Conseil départemental de la Vendée et puis la DRAC. Donc, pour la subvention sollicitée auprès du Conseil départemental de la Vendée, c'est au titre de la restauration du patrimoine immobilier non protégé. Et pour la subvention sollicitée auprès de la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, la DRAC, c'est au titre de la conservation ou la mise en valeur des abords des monuments protégés, sachant que le kiosque est situé dans un périmètre proche de la cathédrale. Donc vous avez en bas de la délégation les différents lots de charges, puis les produits qui concernent donc cette délibération. Vous avez un reste d'autofinancement pour la ville à hauteur de 15 487,43 €. Considérant le projet de rénovation du kiosque à musique, vu l'avis favorable de la Commission culture du 1er février 2021, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 9 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement prévisionnel 6 juin, hors taxe, autorise Monsieur le maire ou moi-même à solliciter la subvention au titre du programme Restauration du patrimoine immobilier non protégé auprès du Conseil départemental de la Vendée et autorise Monsieur le maire ou moi-même à solliciter la subvention au titre des abords de monuments historiques auprès de la DRAC, des Pays de la Loire. Voilà. Des remarques, oui. Oui, non, on ne peut que se féliciter qu'enfin les travaux, commencent, soient proches en tout cas. Plusieurs questions. Donc, les travaux commenceraient quand à peu près? Est-ce que vous savez? Alors là, on va être sur l'appel d'offres maintenant là. Donc ça veut dire appel d'offres. Ensuite, il y a recueil des offres, analyse des offres, attribution des offres. Ça veut dire que là, d'après Madame l'architecte, on serait sur une préparation de chantier au mois de juillet. Hein, c'est-à-dire on implante le chantier au mois de juillet et ensuite début des travaux au mois de septembre. Voilà ce qui se présage pour l'instant. D'accord. La charpente en bois, donc on a parlé d'un plancher bois. Le kiosque sera entièrement démonté, la chape de béton sera enlevée, il y aura donc une charpente de bois, une autre dalle coulée, un plancher par-dessus. Oui, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse vous montrer d'ailleurs le projet, ça serait pas mal. On ne l'a pas ici en visio, mais en fait, ils suppriment effectivement le plancher béton qu'il y a là. Et en fait, ils font comme un plancher bois avec un système de poutres. Vous savez, une charpente. En fait, ils font une charpente sur laquelle ils posent le bois pour le sol. D'accord. Ouais. On a hâte de voir ça. Pardon ? On a hâte de voir les travaux commencer et de voir ça. Puis qu'on vous montre ce qui serait bien aussi. De toute façon, je pense que ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une petite exposition autour du kiosque qui montre effectivement les parties principales. Tout ça, ce seront des panneaux qui seront faits en sorte d'être bien évidemment protégés, de façon à ce qu'ils puissent être visibles pendant plusieurs mois, qui montreront effectivement tout le travail de minutie qu'il y a autour de ce chantier, qui est assez lourd en fait. Donc quand on parle de la charpente bois, 67 143 €, comme on l'avait dit précédemment, donc c'est le plancher bois et puis aussi le plafond, autour.
Vous voyez, donc il est également en bois. Ce n'est pas le même bois certainement, mais c'est aussi, ça rentre dans la charpente. C'est bon, pas d'autres remarques, non? Très bien. Eh bien, merci. On va donc soumettre à votre vote cette délibération pour permettre maintenant le lancement enfin des appels d'offres. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Je vous en remercie. 14e délibération, avancement de grade, fixation des taux promus, promouvables. Donc, Monsieur Christian Grimaud. Merci, Monsieur le maire. Donc, chaque année, donc, les avancements de grade sont effectués au niveau de la collectivité, au niveau des agents. Bon, cette délibération a pour but de fixer le taux de promotion. C'est un taux qu'on s'octroie de manière à pouvoir faire cet avancement de grade. Ce taux qu'on appelle un ratio promu-promouvable, qui, ces dernières années, il avait été voté chaque année. Hein, donc il était toujours de 0 à 100%. Donc on votait le même taux tous les ans. Donc là, on a décidé que cette délibération va permettre de fixer ce taux à une durée indéterminée, donc de 0 à 100%. Mais si vraiment il y a une modification de ce taux, bien sûr, on le repasserait dans une autre délibération. Donc cette délibération est passée au comité technique après l'avis du comité technique avec les représentants du personnel. Considérant donc le tableau des effectifs, vu l'avis favorable de la commission des finances du 9 février 2021, de l'avis du comité technique du 15 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, définit les ratios d'avancement de grade. Pour l'ensemble, donc retient pour l'ensemble des grades un ratio de 100%, à l'exception de la filière police à compter du 1er janvier donc 2021. Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. Juste une question, Christian, c'était juste, qu'est-ce qui justifie l'exception de la filière police? Question toute bête. Pourquoi la police ne participe pas à ce ratio de 100%? Parce que c'est une filière qui est différente et les formations ne sont pas les mêmes. Donc l'avancement n'est pas le même. C'est pour ça qu'elle ne comprend pas et ne rentre pas dans les autres filières de la collectivité. Ouais, dans les statuts de la fonction publique, la police a justement une statut à part, quoi. En fait, c'est tout simplement. Très bien. Donc, on soumet à votre vote cette délibération qu'on ne reprendra pas l'année prochaine. Maintenant, on la reprendrait que si les taux devaient changer. Parce que ça fait, pour les anciens, ça fait 20 ans qu'on prend cette délibération. Maintenant, ça commence à la connaître. En plus, c'est vrai que rien ne change. Donc, c'est une délibération maintenant qui sera donc à mettre de côté, sauf si les taux devaient changer. On le soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, votez à l'unanimité. On vous en remercie. Ensuite, la 16e délibération, c'est l'attribution de véhicules de fonction et des véhicules de service pour les agents de la collectivité. Création de poste. Pardon ? Création de poste. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai sauté une délibération. Création de poste, pardon. 15e délibération. Christian Grimaud. Merci, monsieur le maire. Donc, les créations de postes, des emplois à temps complet et emplois non complets, qui sont nécessaires au fonctionnement des services. Donc, chaque année, donc, il y a des postes qui sont créés, des avancements de grade. Donc, ce ne sont pas des postes nouveaux, hein, c'est des avancements de grade qui sont faits. Grade supérieur au titre de la promotion interne, avancement de grade tout simplement, mutation d'agent, détachement d'agent. Donc, ce qui permet d'actualiser le tableau des effectifs donc, de la collectivité. Donc là, vous avez tous les postes, il y a 13 postes au total qui ont été créés suite à ces changements de grade, hein, du poste d'attaché principal jusqu'à un poste d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps complet. Donc voilà, vu l'avis favorable de la commission finances du 9 février 2021, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, là vous avez donc toute la liste des postes qui ont été créés.
suite à ces changements de grade, je précise bien, autorise Monsieur le maire et moi-même, adjoint au maire, donc, à signer les arrêtés correspondants et les crédits donc, nécessaires sont affectés au chapitre 012. Très bien. Des remarques? Non? Merci. Donc on soumet à votre vote ces nouvelles créations de postes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, on vous en remercie. Et la 16e délibération, c'est l'attribution de véhicules de fonction et des véhicules de service pour les agents de la commune. Donc Christian Grimaud. Merci Monsieur le maire. Donc là, il s'agit donc de réactualiser cette attribution de véhicules de fonction et véhicules de service, et bien les dénommer et les attribuer aux personnes et aux emplois qui sont susceptibles, qui peuvent en bénéficier. Donc vous avez les emplois, les différents véhicules sur lesquels on peut attribuer, avec les emplois sur lesquels on peut les attribuer. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe l'attribution des véhicules communaux de la façon suivante. Donc les véhicules de fonction qui est donc alloué à la directrice générale des services. Le véhicule de service dont le remisage est autorisé à domicile, donc sont autorisés le directeur des services techniques, directeur des ateliers et des espaces verts, l'adjoint au directeur des espaces verts, l'adjoint au directeur des ateliers et l'agent polyvalent à l'entretien de la salle plaisance. Et ensuite, vous avez les véhicules de service, tout court. Ce sont les agents amenés à utiliser ponctuellement un véhicule de la ville pour des raisons de service. Ils peuvent prendre possession d'un véhicule avant d'effectuer leur mission, lieu et durée préalablement définis. Le remisage à domicile pourra être autorisé en dehors des heures de travail, à titre exceptionnel pour les nécessités de service. Ensuite, donc, on a en dernier lieu les véhicules et engins d'entretien de la route. Afin d'accomplir leur mission, les agents chargés de l'entretien et de la surveillance de la voirie communale et de ses abords utilisent des véhicules et engins pour lesquels une habilitation spécifique est obligatoire. J'autorise monsieur le maire et moi-même à prendre des arrêtés individuels portant autorisation d'utilisation de ces véhicules. Oui. Juste une question, qu'est-ce qui change par rapport à ce qui se passait avant? Je veux dire, il y a des nouveautés dans cette délibération? Oui, en fait, on a pris cette délibération parce que la directrice générale des services qui va arriver la semaine prochaine, donc a souhaité avoir un véhicule de fonction, ce que n'avait pas jusqu'à présent donc notre directrice générale des services, mais ce qu'avait la directrice générale des services précédente, parce que ils peuvent demander donc à bénéficier d'un véhicule de fonction. Donc on en a profité parce qu'il fallait prendre une délibération pour le fait de lui accorder ce droit à pouvoir avoir un véhicule de fonction. Donc on l'a mis en premier d'ailleurs, un véhicule de fonction pour emploi pour la directrice générale des services. Et on en a profité pour lister en fait tous les différents principes d'utilisation des véhicules. Vous avez véhicule de fonction, véhicule de service avec remisage ou véhicule de service tout naturellement, ou encore véhicule qui servent pour l'entretien. Donc on en a profité pour tout lister de façon à ce que juridiquement tout cela ça tienne la route, quoi. Donc c'est vraiment l'idée première, c'était de prendre une seule délibération pour le véhicule attribué à la nouvelle directrice générale service, et on en a profité pour tout mettre en forme. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on s'excuse parce que cette délibération n'avait pas été présentée en commission des finances, malheureusement. C'est ça. Bon, on avait trouvé, on se demandait aussi, on estimait que c'était certainement la nouvelle DGS qui avait demandé un véhicule. Donc, et je pense que c'est pas plus mal de bien expliquer maintenant qui a le droit à quoi, que fait tel ou tel véhicule. On a un parc de combien de véhicules à Luçon là? Est-ce que vous savez ça? Oui, la flotte aujourd'hui est à peu près 60 véhicules. En tout, entre les véhicules, les engins, voilà, c'est à peu près 60. Au niveau des assurances, je me souviens avoir vu ce chiffre-là. Et quel a été le choix du véhicule de la nouvelle DGS alors? La couleur et si vous avez... Non, c'est pas son choix. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y avait un budget à ne pas dépasser. Et à partir de là, on a demandé donc à notre mécanicien de prospecter. Donc il lui a pris un véhicule. Alors je crois que c'est un C4. C'est un C4 qui a été pris sur le marché local, bien sûr. D'occasion, c'est un véhicule d'occasion.
mais qui, voilà, avec une certaine somme qu'on ne voulait pas dépasser pour... D'ailleurs, vous l'aviez dans les investissements. Ça avait été inscrit. Voilà. Merci pour vos réponses. Donc, on va soumettre à votre vote cette nouvelle délibération qui est contre, qui s'abstient. Donc, votez à l'unanimité, je vous en remercie. La dernière délibération, c'est donc la 17e, la convention de coopération pour la publication des données ouvertes entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et Géo-Vendée et la commune de Luçon. En fait, cette délibération, outre l'obligation réglementaire, l'ouverture des données publiques revêt des enjeux pour les collectivités. L'ouverture des données est souvent l'occasion d'améliorer la qualité des données produites en interne, faisant des services et des élus les premiers bénéficiaires de cette démarche, en facilitant les échanges de données entre services et en mettant à disposition du public des indicateurs partagés d'aide à la décision de qualité. Elle permet également, à travers la réutilisation des données ouvertes, d'offrir de nouveaux services aux usagers et de favoriser la mise en valeur du territoire, par exemple pour les applications mobiles, les cartographies, etc. Elle favorise aussi, à travers la mise à disposition des données brutes et enrichies, la transparence, la lisibilité et la compréhension de l'action publique. Elle est souvent, enfin, un moyen d'approfondir les relations avec une communauté locale de contributeurs, les associations, les citoyens et les réutilisateurs, par exemple les journalistes, les entrepreneurs. Les dispositions légales et réglementaires organisent l'ouverture et l'accessibilité des données privées, mais surtout publiques. Les communes sont concernées par cette tendance. En effet, les adresses géographiques font partie du socle de base des données publiques devant être mises en open data. Elles sont stratégiques dans de nombreux domaines comme la sécurité intérieure et le secours, le commerce, l'état civil, le trésor public ou encore le déploiement de la fibre. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes raccordé, pour être accordé, il faut effectivement bien donner son adresse, quoi. Ça, c'est impératif. La présente convention donc, a pour objet de permettre à Géo-Vendée de publier les données ouvertes de la commune sur le portail Open Data Vendée. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le principe. Donc on est sur une convention tripartite entre Géo-Vendée, la commune de Luçon et la communauté de communes pour effectivement permettre ces échanges de données tout en étant bien sûr dans un domaine de sécurisation maximale. Donc on vous demande de m'autoriser bien sûr à signer la convention de coopération pour la publication des données ouvertes avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et Géo-Vendée pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement pour des périodes de 1 an dans la limite d'une durée de 5 ans. Avez-vous des remarques? Non. Très bien. Alors c'est une délibération qu'on a prise également donc, au sein bien sûr de la communauté de communes. Donc je la soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Très bien. Il y avait des questions diverses. Si vous le permettez, il y avait 3 questions. Il y en a une notamment qui concerne les équipements sportifs. On peut l'aborder. J'aurais préféré que François Edouin soit là parce que c'est l'adjoint au sport. Est-ce que ça vous dérange que de le mettre au prochain conseil? Alors, si on a droit à 3 plus 1, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais bien évidemment, non, il n'y a pas de problème. Pas de souci. On peut aborder bien sûr les infrastructures sportives, mais je préférais qu'il soit là pour effectivement étayer le propos et s'en excuse parce que bon, malheureusement, il est bloqué, il ne peut pas sortir pendant quelques jours là. Par contre, ce que je propose en échange, il y aura 2 questions, bien sûr, 2 réponses à 2 questions, c'est que Yveline nous fasse un point de situation sur la vaccination sur Luçon, parce que ça peut intéresser tout le monde. Non, t'es pas une monnaie d'échange, mais au moins pour donner un petit peu les orientations. Et puis je crois que ce matin, vous étiez en visio aussi avec les maires, donc pour des centres de vaccination, pour donner un petit peu la démarche à venir. Merci, monsieur le maire. Donc oui, là, maintenant, on est ouvert depuis le 18 janvier, donc on commence à avoir des chiffres. Il faut savoir, à fin février, qu'on a vacciné 2112 personnes. Donc ça fait une moyenne de 70 personnes par jour. Et ça va monter en puissance au mois de mars, puisqu'on passera à 118 personnes par jour. Et ce qui fera 2364 personnes de vaccinées fin mars. Donc voilà, ça monte en puissance. Évidemment, ça ne satisfait pas encore les plus de 75 ans, on a encore des gens insatisfaits. Mais voilà, déjà, on a plus de doses que prévu. Normalement, mais j'aime pas dire ça,
On devrait en avoir encore plus que ça, mais pour le moment, voilà, ça c'est sûr. Après, si on a du bonus, on prendra. On sait s'adapter après. Hein. Quelquefois, ça nous arrive de récupérer des doses d'EHPAD. Alors maintenant, ça va plus être vrai parce que ça y est, les EHPAD ont terminé leur vaccination. Mais par exemple, la semaine dernière, vendredi, on nous dit bah, tiens, il y a 4 flacons en plus. Alors 4 flacons, bah, tout de suite, ça fait 24 personnes à trouver. Donc voilà. Donc vendredi soir à 18h avant le conseil communautaire, toute contente, on avait trouvé les 24, donc c'est parfait. Et le lendemain matin, donc on était avec le nombre prévu plus les 24, et on nous rappelle à 10h en nous disant, en fait on a 4 autres flacons, et si ils ne sont pas utilisés aujourd'hui, c'est perdu. Quoi. Puisque le lendemain on n'était pas ouvert le samedi. Donc sur ce, avec Charline de la CPTS, on a dit bah, on ne va pas jeter 24 doses, enfin 24 vaccins, c'est pas possible, c'est pas entendable. Donc on s'est attelé à appeler 24 personnes, alors ça veut dire c'est plus, hein, parce qu'il y en a qui ne répondent pas tout de suite, pour satisfaire. Mais bon, voilà, on fait le maximum. On a un bon travail de collaboration avec la CPTS, là, et donc Charline, la coordinatrice, et ça c'est hyper important. Donc voilà. Alors peut-être que les Luçonnais ne sont pas pleinement satisfaits parce qu'ils téléphonent et il n'y a pas toujours de réponse. Mais sachez qu'on y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et on fait vraiment tout ce qu'on peut, quoi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que des médecins luçonnais ont accepté de vacciner également? Alors quoi, de vacciner à leur cabinet, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. C'est plus le même vaccin après, c'est l'AstraZeneca. Alors là, pour le moment, je ne sais pas trop parce que c'est une organisation pour eux, parce que là, c'est des flacons qui égalent 10 doses. Donc il faut qu'ils programment, eux, quand ils commencent un flacon, qu'ils aient 10 personnes qui puissent venir. Parce que ça, c'est pareil. C'est valable sur 2 jours, et si ce n'est pas utilisé, c'est perdu. Donc ça leur demande une organisation qu'ils doivent gérer eux-mêmes. Là, ça, c'est pas nous, centres de vaccination, qui le géreront, ça. Donc là, je ne sais pas. Je sais qu'à l'hôpital, c'est commencé cette semaine pour les soignants. Mais je ne suis pas en capacité de vous dire qui va le faire comme médecins libéraux, puisque c'est trop récent et ils ne nous ont pas donné les infos encore. Pas forcément, non. Donc, oui, c'est ça, ouais. Donc en fait, là, je ne suis pas capable de vous répondre pour le moment. La semaine prochaine, peut-être. Parce qu'on en avait déjà discuté, hein, Evelyne, il y a beaucoup de Luçonnais qui disent c'est pas possible, on n'aura pas téléphoné, ça répond jamais. De mon côté, de notre côté, on essaie de prévenir aussi, voilà, c'est pas facile. Le plus tôt, beaucoup de gens sont vaccinés, le mieux ce sera, c'est sûr. Peut-être que l'AstraZeneca aussi va augmenter le nombre de vaccinés à Luçon et dans le bassin de vie. Alors voilà, sur notre centre de vaccination, on a le Pfizer, nous, on n'utilise que le Pfizer. Si jamais on nous rapportait le Moderna, on ne prendrait pas, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop difficile à gérer 2 vaccins différents dans la planification, en fait. C'est source d'erreur, en fait. Donc voilà, on est commencé sur le Pfizer. Si jamais on en a un nouveau, c'est qu'on aura terminé les 2e injections pour les gens qui sont Pfizer, et on en prendra l'autre, mais on ne fera pas le doublon, parce que c'est trop compliqué et c'est trop source d'erreur, quoi. Donc on préfère ne pas prendre ce risque-là. Mais pour le moment, là, ça nous occupe bien, hein, c'est bon. Hein, ça monte bien en puissance, il faut... voilà. Mais des insatisfaits, je comprends. Mais il y en a qui ne sont pas raisonnables non plus. Hein. On a des gens qui viennent de Noirmoutier, c'est pas logique. Ils ne devraient pas venir sur Luçon. Et quand ils font leur réservation via Doctolib, ils ne mentionnent pas d'où ils sont. Donc, mais vous savez bien que dans tout système comme ça, il y en a qui paniquent plus que d'autres et qui n'arrivent pas à se contrôler. Il y en a, ils s'inscrivent dans plusieurs, quoi. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Hein. On voit de tout, on entend de tout. Hein. Et on commence à être un peu habitué là. Donc, on prend avec philosophie. Voilà. Si vous pouvez rassurer autour de vous, ils seront vaccinés, mais il faut des doses de patience. Voilà ce que je peux dire. Il y a peut-être d'autres remarques, non? C'est bon? Pas de questions? Par contre, dans les EHPAD, c'est terminé normalement. Les EHPAD, c'est fait. Hein. Les EHPAD, c'est fait. Non, c'est le personnel hospitalier plutôt.
Bien. Alors, il y avait deux questions que vous aviez posées, qui avaient été posées donc, par vous, concernant les programmes Petite Vie de demain. Vous souhaitiez savoir à combien s'élève la somme que recevra la ville de Luçon dans ce projet, et puis quels sont les projets finançables et avec cette aide financière. Alors, ça va être difficile de répondre, parce que pour l'instant, il n'y a pas de financement, disons, bien déterminé. Hein. On a eu encore une présentation cet après-midi à la communauté de communes de ce dispositif par les membres de la préfecture. Ça fait déjà 3 fois qu'on a enfin, moi, pour la 3e fois, j'ai la présentation. On n'a jamais les bonnes réponses, on n'a jamais les mêmes. C'est compliqué, très compliqué. Alors moi, ce que je vais vous dire quand même ce soir, je vais quand même vous apporter des éléments. Hein, et puis, lorsque nous aurons signé dans quelques semaines, je pense très vite, ce qu'on appelle la convention d'adhésion, hein, on en reparlera tout à l'heure, quand on aura signé la convention d'adhésion, il faudra de toute façon qu'on prenne une délibération au conseil municipal, hein, pour lancer le projet. À partir de là, je pense que ce soir-là, on vous fera une présentation diaporama pour bien vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu dans la même démarche que nous avait fait celle de monsieur le sous-préfet, pour ceux qui étaient présents, en conseil communautaire. Ça veut tout dire. Voilà. Je ne commenterai pas. Non, mais c'est simplement pour dire que c'est vrai que c'est assez complexe, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments probants. Alors, l'État se targue de donner des chiffres, de donner effectivement des sommes, mais derrière, ce n'est pas tout à fait la réalité pour l'instant. Hein. C'est surtout les 3 milliards. 3 milliards d'euros C'est pour ça. 1000 villes. On peut attendre 3 millions d'euros pour Mais la 3 ville, milliards, donc, ça sert en fait pour beaucoup de choses. Et pas seulement que pour ça, semble-t-il. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. C'est la réponse, ce sont les questions qu'on pose. Moi, ce que je vais vous dire, en tout cas, c'est vous donner quand même quelques informations, celles qui sont en tout cas fiables. Hein. Rappelez que le dispositif a été lancé déjà en juillet 2020, hein, par une instruction. Elle permet en fait à des villes, hein, ou à des communes qui sont choisies de mobiliser donc des moyens financiers pour rénover l'habitat, maintenir les commerces de proximité, revoir leur urbanisme de centre-ville et construire des nouveaux équipements. Alors tout ça dans un périmètre de centre-ville, hein, ou de petits bourgs à la limite. Alors la cible, ça a été pour l'État de dire on choisit des communes de moins de 20 000 habitants et avec une notion, ce qu'on appelle de centralité. Hein, Luçon est une ville-centre, Mareuil-sur-Lay est une centralité dans un pôle, hein, donc voilà, là ça marche bien. Donc en fonction d'une analyse de critères que l'État a mis en place, semble-t-il avec le choix des départements aussi, hein, parce qu'il y a eu ce choix qui avait été fait avec les préfets, les départements, et validé ensuite par la région. Il y a eu donc 1000 communes sur la France donc de sélectionner, 1000 communes sur la France, 103 au niveau de la région des Pays de la Loire, avec un financement, nous dit-on, effectivement, de 3 milliards d'euros pour ces 1000 communes sur les 6 années qui viennent. Voilà les chiffres aujourd'hui. Alors après, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, les principales mesures qui vont permettre effectivement d'avoir quitus concernant les villes de demain, ce qu'on fera, on vous fera une copie déjà à chacun. Vous l'avez peut-être, non ? Enfin, vous le trouvez sur Internet, hein, il suffit d'aller sur Petite Ville de demain. Vous avez bien sûr tous les programmes, vous pouvez rentrer sans difficulté sur le site. Vous avez ce qu'on appelle des mesures clés. Hein. Alors, Petite Ville de demain comprend d'ores et déjà 60 mesures d'accompagnement. Alors, il y a un catalogue après avec 60 fiches, hein, que j'ai ici, là. C'est un catalogue avec 60 fiches sur lequel on peut effectivement être éligible au niveau des Petites Villes de demain. Donc dans ces fiches, vous avez donc 10 mesures principales. Alors la première mesure, mais qui est obligatoire, c'est le financement ce qu'on appelle d'un recrutement d'un chef de projet. Hein, ce chef de projet, c'est obligatoirement une personne, on nous l'a redit cet après-midi, de catégorie A, qui va être recruté pour 6 ans, donc c'est un contractuel pour 6 ans, qui est financé à hauteur de 75% par l'État et 25% par la collectivité. Alors la collectivité, c'est quoi ? C'est qui ? C'est soit la communauté de communes, soit les communes qui sont éligibles.
Alors il y a des communes, dans des communautés de communes, il y a des petites villes qui ont dit, enfin, où la communauté de communes n'a pas été d'accord pour financer donc le projet. Donc c'est la commune qui a pris les 25% à sa charge du financement. Concernant la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, ça a été décidé cet après-midi, Arnaud. Il a fallu bien sûr en débattre encore. Donc ce qu'on a convenu, c'est que sur les 25% restants de financement, il y a 10% qui seront pris en charge par la communauté de communes, 10% seront pris en charge par la ville de Luçon et 5% par la commune de Mareuil, puisque ce sont les deux communes, Luçon et Mareuil, qui ont été éligibles sur notre communauté de communes. Ça veut dire que ça va représenter, pour la commune de Luçon, ça représentera mensuellement 400 € environ de dépenses. Bon, c'est pas la croix et la bannière, mais donc ça représentera un financement de 400 € en dépenses pour la collectivité. Voilà, donc c'est la première démarche, c'est obligatoirement vous devez prendre un contractuel de catégorie A pour vous accompagner donc dans les petites villes de demain. Cette personne donc sera en charge bien sûr ensuite d'animer un petit peu tout ça. Vous avez également la possibilité de financer un poste de manager de centre-ville, si vous le souhaitez, avec des aides qui peuvent être allouées à 20 000 € plafonnés à 80% pour 2 ans. D'accord ? Vous avez également l'accompagnement sur 2 jours pour mener ce qu'on appelle une co-construction sur des actions complètes. Alors c'est de l'accompagnement, ce sont des formations en fait. Vous avez la prise en charge aussi d'une partie du déficit d'opération pour le projet de reconversion de friches urbaines, commerciales ou industrielles, pour réaménager des terrains qui sont déjà artificialisés. Vous voyez, donc ce sont des accompagnements avec quelques prises en charge, mais les financements ne sont pas figés, on ne sait pas. Il y aura le financement donc, de 1000 lots de fraîcheur et d'espace public pour une notion plus écologique au niveau de la France. Alors, puisqu'il y a 1000 villes, on peut considérer que dans chaque ville, il y aura un îlot qui sera sélectionné pour être effectivement financé. Possibilité de financer des réductions fiscales pour les travaux de mobilier anciens, donc dispositifs type Normandie. Donc ça s'accorde auprès des particuliers. Donc c'est-à-dire qu'on aura des aides qui seraient allouées peut-être à des particuliers dans ce cadre de financement. Création de 800 maisons France Service. On sait ce que c'est. C'est vrai qu'on n'a pas de maison France Service à Luçon. Le choix avait été fait plutôt d'en mettre dans les petites communes, sachant que sur Luçon, on a quand même déjà des services au public, mais on peut y réfléchir. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait de maison France Service à Mareuil-sur-Lay, donc Mareuil-sur-Lay, ça peut être une opportunité pour eux. Création de 200 fabriques de territoire, ce qu'on appelle les tiers-lieux, regroupant les services liés au numérique, télétravail, atelier partage, etc. Donc on peut concevoir ça sur Luçon. Déploiement de 500 microfolies, donc ce sont également des tiers-lieux numériques, culturels, développés par l'établissement public et jusqu'à hauteur de 80% financés par l'État, et des aides d'accompagnement donc, par la Fondation du patrimoine pour accélérer la rénovation du patrimoine non classé. Donc ça c'est intéressant quand on voit le patrimoine luçonnais. Par contre là on pourra aussi avoir des financements. Donc ça veut dire que c'est toute une panoplie d'actions et puis de mesures qui peuvent être accompagnées, mais derrière on n'a pas la somme exacte. On sait juste le financement du mince, je cherche le nom, du chef de projet, pardon, du chef de projet, mais on n'a pas effectivement malheureusement le reste. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Simplement, ce que nous a été dit cet après-midi, c'est qu'il y a quand même un accompagnement concernant des études. Alors c'est toujours ce qu'on appelle de l'ingénierie en fait. Le chef de projet c'est l'ingénierie et des études qui peuvent être menées. Alors là on a un accompagnement donc par le département de la Vendée. Donc c'est 780 000 € sur 3 ans, soit 40 000 € par commune d'études en fait, d'études sur des projets que nous aurions, par exemple une étude sur la faisabilité dans la rue de Gaulle de requalifier certaines friches. Donc on pourrait se voir octroyer environ 40 000 € parce que comme il y a 19 communes sur la Vendée, ça représente un petit peu ce cadre de financement. Donc voilà un petit peu ce qui nous a été dit. Alors dans l'instant, on n'a pas vraiment d'autres informations. Notre question était légitimée par, j'avais dû voir dans Ouest France il y a quelques temps, une ville de Vendée qui justement disait
quelle somme elle allait recevoir. Donc c'est pour ça que... C'est notre amie Véronique Besse, aux Herbiers. Oui, c'est exactement. Elle annonce le chiffre de 780 000 euros, mais en fait, elle se trompe. Oui, parce qu'elle aime bien être la première, c'est normal. En fait, les 780 000 euros dont elle parle, c'est ce dont je vous dis, c'est 780 000 euros pour 3 ans, pour le département, donc pour les 19 communes, sur des études. Donc ça veut dire 40 000 euros par an, par commune. Ça ne va pas plus loin que ça. Et pour les 6 ans, c'est 1,1 million. C'est-à-dire qu'on a 780 000 euros sur les 3 premières années. Et en fait, la différence entre 1,1 million et 780, ça fait à peu près 250 000 euros ou 300 000 euros d'études supplémentaires. Mais c'est tout ce qu'il y aura, quoi. Donc c'est pas... moi aussi, j'avais été surpris. Quand j'ai vu 780 000 euros, je me suis dit, c'est quand même sympa. Mais ça n'a rien à voir. Ce sont vraiment les études et au niveau départemental. Voilà. Donc pour répondre à cette question. Par contre, ce qu'il faut mettre en place, c'est absolument ce qu'on appelle tout de suite une convention d'adhésion. Donc c'est une convention qui va nous lier donc, entre la préfecture, la communauté de communes et chaque commune, donc la commune de Luçon et la commune de Mareuil-sur-Lay. Cette convention d'adhésion, qui est assez conséquente, doit refléter un petit peu ce qu'on veut faire sur la ville de Luçon. C'est-à-dire quelles sont nos difficultés, quels îlots on veut rebâtir, quelles actions on met en place effectivement pour revitaliser le centre-ville. C'est là où on ne comprend pas non plus trop, parce qu'en fait on est en train de mâcher le travail. C'est-à-dire que le chef de projet, une fois qu'il va s'asseoir derrière un bureau, c'est ce qu'on disait, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Bon, on espère qu'il va impulser, qu'il va aller chercher des financements, etc. Mais pour l'instant, tout ça, malheureusement, ce n'est pas très très clair. C'est un peu la difficulté. Bon, quoi qu'il en soit, on est en train donc de rédiger cette convention. Elle est quasiment finalisée. Je remercie d'ailleurs les services de la mairie qui travaillent d'arrache-pied sur ce dossier. En fait, on a repris, vous savez, comme on n'avait pas été retenu pour Action Cœur de Ville, on a repris principalement les démarches qu'on avait faites pour Action Cœur de Ville, et donc on est parti dans cette démarche. Alors, on vous présentera la prochaine fois effectivement ce projet, une fois qu'il sera validé par les préfectures. Sachez qu'aujourd'hui, dans les projets sur la ville de Luçon, en îlot dégradé, nous avons principalement la rue de Gaulle. Donc dans la rue de Gaulle, comme vous le savez, on a quand même 5 commerces qui sont les uns à côté des autres, donc 4 qui appartiennent au même propriétaire. Donc là, on a convenu, d'ailleurs le propriétaire déménage. Il déménage, il va aller dans une autre cellule pour mettre son tabac presse. Il va dans une autre cellule à côté, ce qui va nous permettre, nous, d'avoir effectivement toutes les cellules les unes à côté des autres et d'essayer de mener un projet très rapidement autour de ça. Parce que ça devient... ce linéaire devient vraiment une friche. Nous, on peut le considérer en tout cas comme une friche, malheureusement. Donc on a cette rue de Gaulle, on a l'ancienne piscine, bien sûr, qui a été ciblée. On a l'îlot de la Boule d'Or aussi, vous connaissez, bien sûr. L'hôtel du Croissant. Et il y a un autre îlot, c'est l'îlot de l'ancienne école primaire, de l'école primaire et maternelle du centre, qui est encore bien en place, bien sûr, sur lesquels on réfléchira, je pense, avec le chef de projet. On va lui demander de mener des actions, d'ailleurs, là-dessus, de façon à mener une enquête auprès de la population, faire peut-être un questionnaire, des enquêtes publiques, adresser des courriers, vraiment faire des réunions de concertation pour mener un projet, par contre, sur cet îlot dans le futur. Qu'est-ce qu'on fait effectivement de ce quartier? Parce qu'on peut dire que c'est carrément un quartier. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le devenir? Qu'est-ce qu'on y installe? Quelle part pour les jeunes? Quelle part pour les anciens? Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment? Quelle part pour le commerce, l'habitat? Voilà. Alors, tout ça, ce sont des questions qui seront générées donc au fil des mois, je l'espère, très, très prochainement. Voilà. Donc là, tout est déjà figé, tout est ciblé concernant bien sûr notre projet, sauf bien sûr l'îlot de l'école du centre, sur lequel il faut absolument qu'on débatte et qu'on réfléchisse sur le devenir. Voilà. Donc ça, ce sera un projet bien sûr dans le futur, peut-être pas pour ce mandat-là, mais au moins préparé pour la suite. Donc ça sera intéressant. Mais dans l'immédiat, je rappelle donc la rue de Gaulle, l'ancienne piscine, la Boule d'Or, l'hôtel du Croissant, ça ce sont vraiment aujourd'hui dans le cœur de ville, parce que ça correspond vraiment uniquement au centre-ville. Donc ces îlots dégradés dont on s'occupe très rapidement pour redorer un petit peu l'image du centre-ville de la ville. Voilà ce que je voulais dire concernant
Les petites villes de demain, je ne sais pas si j'étais assez clair, si vous voulez. Si. Mais après, tout Ouais. dépendra du montant. J'espère qu'on aura beaucoup d'argent, parce que ça fait beaucoup de choses à faire. Maintenant, il faut l'argent en face, quoi. La difficulté, c'est ça, c'est que moi, je veux bien qu'on fasse des études, mais si demain, après, on nous dit, bon, maintenant, il y a les études, mais bon, vous payez cash, c'était pas du tout ce qu'on attendait, nous. Hein. On attend quand même des financements derrière, donc on espère que ça suivra. D'autant qu'aujourd'hui, c'est la question c'est l'interrogation aussi de la communauté de communes, c'est de se dire si tous les financements, parce que, enfin, l'autre jour, CRTE, hein, qui a été présenté par le sous-préfet, dans le CRTE, il met les petites villes de demain, il met la DECIL, il met les fonds leaders, il met le FEDER, il met qu'est-ce qu'il met encore enfin, tous les contrats. Ils mettent tous les contrats dans la même corbeille, et donc on ne sait pas vraiment effectivement qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on en retire. Je vous assure que cet après-midi, on n'a pas eu de réponse à nos questions, quoi, malheureusement. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on avance. Il faut malgré tout qu'on avance, parce qu'on pourrait très bien dire, bon, on ne part pas dans cette démarche, mais je pense que ce serait dommage de ne pas prendre cette opportunité pour effectivement avancer dans un projet que l'on souhaite tous, hein, parce que c'est aussi votre projet, comme le nôtre, que de réhabiliter et de faire en sorte que le centre-ville continue effectivement à être ce qu'il est, ou en tout cas s'améliorer encore davantage. Est-ce que vous avez des remarques? N'hésitez pas. Non? Est-ce que pour la première question, c'est à peu près... bon, même si je n'ai pas les chiffres, malheureusement, mais à vous donner aujourd'hui. La deuxième question, qui est un peu plus complexe. Quelle politique faut-il mettre en place pour que de jeunes couples s'installent à Luçon et que le nombre de classes en école primaire se stabilise enfin? C'est un vaste sujet, c'est un véritable challenge et qui est aujourd'hui que celui de faire venir et de maintenir des jeunes sur notre centre-ville. Je pense qu'avant d'aborder pleinement donc, cette question, sur l'avenir, effectivement, la question de faire venir des jeunes couples sur Luçon, moi je pense qu'il faut qu'on évoque déjà la situation actuelle, donc à ce jour, donc celle du 17 février, qui nous a été annoncée par l'Éducation nationale pour la prochaine rentrée des écoles publiques. À savoir que sur la Vendée n'est pas épargnée malheureusement par la baisse des effectifs, car comme vous le savez, si vous l'avez lu, hein, parce que les directives sont tombées, on a 37 classes qui vont fermer en Vendée, 37 classes, donc il y a 37 communes qui sont atteintes par les fermetures. Bien heureusement, il y en a 17 autres qui vont ouvrir, hein, donc le pendant entre 37 et 17, ça veut dire que il y a quand même 37 classes dans des communes qui ferment et 17 qui vont ouvrir dans d'autres communes, bien heureusement pour eux. Et puis par contre, il y a des gels. Il y a 14 classes qui sont gelées, hein, et sur les 14 positions de gel, il y a 2 classes de Luçon. Donc une à l'école élémentaire, donc Jean Moulin, et une à l'école du centre. Donc on a aujourd'hui le gel de 2 classes, hein, sur la ville. La décision définitive sera prise au mois de juin. Hein, et c'est vrai qu'on a vu quand même des mails passer des directrices qui sont... on voit quand même leur motivation en disant, voilà, on a encore quelques mois, quelques semaines, bougeons-nous, faisons en sorte que des enfants puissent s'inscrire. Donc on sent vraiment effectivement cette motivation. Et on espère que les positions de gel ne seront pas des fermetures. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas le prédire. Voilà déjà concernant le bilan. À noter aussi quand même pour la transparence, parce qu'il faut être transparent, qu'il y a une classe qui ferme également à l'école Sainte-Famille. Voilà. Donc en fait, c'est quand même c'est pas banal, c'est 3 classes sur la commune. Voilà. C'était le pourquoi de notre question. J'ai essayé de récupérer les statistiques auprès de la mairie. On m'a dit de passer par l'élu, Papa m'a dit de passer par vous. J'ai pas encore reçu ces statistiques-là, ces tableaux-là, mais ce serait bien de voir un petit peu la mauvaise évolution qu'on a pu avoir du nombre de classes d'enfants scolarisés en école primaire à Luçon. La question de ce soir, c'est voilà, qu'est-ce qu'on met en place? Ça fait 20 ans que je suis à Luçon, moi, on ne fait que fermer des écoles, fermer des classes. Comment attirer des jeunes? Beaucoup de jeunes luçonnais qui restent sur Luçon pour travailler vont habiter à côté, Saint-Gemme, Beugnier, Nallier, etc. Pourquoi on n'arrive pas, nous, à Luçon? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place à Luçon pour que ces jeunes-là viennent habiter ici et mettre leurs enfants dans nos écoles, quoi? Juste vous dire que Valérie Lapère a dû vous envoyer
vous avez vu la paire, a dû vous envoyer les statistiques, puisqu'en fait, elle les tient depuis 1997. Et en fait, ce sont des statistiques toutes écoles confondues. Ça va donc de la maternelle au lycée. Donc là, vous aurez tout le panel, en fait, de la progression ou de la diminution, en fait, depuis une quinzaine d'années. Alors effectivement, vous aviez aussi demandé par rapport à l'INSEE le nombre de naissances par rapport au maternel. Donc pour 2017, parce que moi je suis montée jusqu'à 2017, 3 ans, ça fait des entrées en 2020, etc., puisque l'enfant rentre à partir de 3 ans. Donc en 2017, il y a eu 61 naissances, en 2018, 57. Donc là, les 57, il n'y a pas de sectorisation. En fait, les parents sont libres de mettre leur enfant où ils veulent à l'école, soit Jean Moulin, soit au centre. Après, effectivement, le privé, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de sectorisation. Par exemple, quelqu'un qui habite à côté de la cité Pierlot peut mettre son enfant à l'école du centre. Après, est-ce que c'est valorisable ou pas de sectoriser, c'est à voir. Moi, je crois que ce ne soit pas très bénéfique. C'est peut-être un peu plus compliqué parce que j'en ai discuté effectivement avec Madame Lesbourg. Mettre une carte scolaire en fait, pour sectoriser au niveau des quartiers, c'est peut-être pas évident, vu le nombre d'écoles qu'il y a sur Luçon. En 2019, c'est 48. Donc vous voyez, ça fait encore une baisse par rapport à la rentrée. Et par contre, ça remonte en 2020, 66. Voilà, 66 naissances. Et puis vous aurez en fait les statistiques, vous verrez, il y a une tableau graphique, vous verrez très bien l'évolution des évolutions. C'est vrai qu'effectivement, sur les écoles élémentaires, on a dû perdre à peu près sur une dizaine d'années 400 élèves, si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même assez conséquent. Et c'est le fait aussi, c'est pas uniquement le département de la Vendée, je crois que c'est 900 et quelques, je sais plus. Hein, voilà. Donc effectivement, c'est une démographie nationale, mais je pense qu'on est un peu tous pareils à rechercher en fait l'effet un petit peu boomerang pour récupérer de la croissance au niveau de la nativité, peut-être par de l'emploi, par de la création des entreprises. Pour ça, je vais laisser Monsieur le maire discuter parce qu'il y a peut-être un plan économique aussi à regarder. En fait, de toute façon, on est tous préoccupés par ça. Hein. Tous les maires des communes de France regardent sans arrêt effectivement les effectifs dans les écoles. Pour moi, c'est mon point de vue. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on le partage justement. C'est que pour que des jeunes puissent s'installer dans une commune, aujourd'hui, il y a 3 conditions. Hein. De toute façon, elles sont simples. Il faut du travail, il faut avoir du logement, possibilité de se loger sur place, et puis il faut une qualité de vie. Aujourd'hui, du travail, on pourrait en avoir, mais je vais expliquer pourquoi. Du logement, on en a malheureusement trop peu. Bon, on est en train de s'activer, mais le problème de s'activer, c'est une chose, mais ça met du temps. Et puis la qualité de vie, c'est celle qu'on essaie d'inculquer au quotidien, mais on va en reparler. De toute façon, pour reparler donc du travail, c'est vrai que si on ne développe pas l'économie, si on ne développe pas l'économie, si on ne développe pas les outils, si on ne fait pas venir les entreprises, si on ne peut pas faire venir de commerce, si on ne fait pas venir de foncier, si on n'a pas de foncier pour le bâti, effectivement, il n'y aura pas d'installation, il n'y aura pas de travail. Donc ça, c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir le Vendéopole de Saint-Hermine qui permet effectivement l'installation d'industries. Hein, et puis on a fait le choix quand même, il faut le remarquer dans le cadre du SCOT, donc du schéma d'aménagement du territoire, qui malheureusement n'a pas abouti pour l'instant, qu'on est en train de revoir, mais faire en sorte quand même de mettre les industries sur le Vendéopole, les commerces dans les zones si possible, et puis surtout faire en sorte que dans les centres-villes aussi. Et puis après, ce sont des choses qu'il faut absolument mettre en place. Pour le développement économique, en fait, ça passe par 2 choses. Concernant la ville de Luçon, parce que là, maintenant, il faut revenir sur la ville. Quelle politique on veut mener? C'est ça, en fait, la question. Aujourd'hui, moi, c'est la question qui m'a été posée, qui vous a peut-être été posée aussi pendant la campagne. Est-ce qu'on ouvre la commercialisation sur l'extérieur, en périphérie, ou est-ce qu'on la supprime? Vous avez vu, il y a Aldi qui est en train de se construire, là, parce que ça a été autorisé par le département. Il y a un restaurant qui va ouvrir prochainement. Alors, le restaurant, il m'annonce une 30aine d'emplois quand même dedans. Hein. Peut-être pas des emplois temps plein, mais en tout cas une 30aine d'emplois. Aldi, c'est encore une 15aine d'emplois derrière.
Et puis, j'ai par exemple, mais j'ai M. Pénicaud, hein, le PDG de Leclerc, qui est à même de proposer 80 emplois sur Luçon, hein, dès l'instant où on laisse ouvrir des commerces en périphérie. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'autorise pas. On ne l'autorise pas parce que les services de l'État ne le veulent pas. Hein. Après, ça se discute. Moi, si je le veux, pour autant, le service de l'État ne le veut pas. Donc, c'est un petit peu la difficulté. Alors, est-ce qu'on se bat contre les services de l'État pour effectivement, malgré tout, ouvrir ces commerces? Enfin, quand je dis on se bat, on discute avec eux, on négocie et on fait en sorte de pouvoir le faire ou pas? Parce que quand on ouvre des commerces en extérieur, quand même, dans un commerce, on va mettre un jeune hein, derrière la caisse, un jeune en rayon, on ne va pas mettre un ancien. Hein. Donc, ça veut dire que si on met des jeunes, on va faire venir de la jeunesse. Donc ça passe par ça passe par le commerce. Les industries, elles seront sur le Vendéopole de Saint-Hermine. En étant sur le Vendéopole, les nouvelles structures qui arrivent, hein, parce qu'on a quand même, heureusement, là, avec aujourd'hui une certaine dynamique au sein de la communauté de communes, des entreprises arrivent, mais les jeunes qui vont aller sur Saint-Hermine vont s'installer plus certainement sur la périphérie de Saint-Hermine plutôt que sur Luçon. Enfin, ça peut être, ou peu importe, de toute façon. Dans quelques communes qu'ils aillent ou qu'ils soient, c'est très bien, parce que c'est très bon pour notre bassin de vie et pour notre développement économique. Et puis, après, ce sont les artisans. Alors, les artisans, en général, ils restent dans leur commune, une fois qu'ils sont formés. Ils créent, soit ils reprennent l'entreprise des parents, soit ils restent chez eux, soit autrement, ils essayent de s'installer. Mais en général, ils s'installent dans les zones où ils reprennent des activités ou des friches existantes. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui. Et on n'a pas beaucoup d'artifices, hein, si ce n'est qu'effectivement faire venir des industries, des entreprises et puis des commerces. Donc voilà. Donc c'est la difficulté. En centre-ville, par contre, concernant le centre-ville de Luçon, alors maintenant, quels sont les avantages et inconvénients? Parce qu'en périphérie, tout de suite, on va dire oui, c'est pas la peine, si vous mettez des commerces en extérieur, ça va tuer le centre-ville. Moi, j'en suis pas persuadé, je suis même persuadé du contraire, parce que si vous allez à la rencontre, par exemple, du directeur de Leclerc, ce serait même très bien. Si y en a parmi vous qui veulent aller à sa rencontre, il vous présentera, et il vous démontrera par A plus B que tous les flux aujourd'hui, parce que eux, ces cabinets, enfin les cabinets qui les accompagnent sont des cabinets qui sont férus. Hein. Ils vous diront qu'aujourd'hui, 25% de la population luçonnaise part à l'extérieur faire ses courses le week-end. Hein, le vendredi soir, samedi et dimanche, ils ne sont pas là. Ils sont pas aux flâneries parce que les flâneries sont fermées. Mais autrement, ils vont aux flâneries. Ils vont sur La Rochelle. Ils vont jusqu'à Niort. Ils vont jusqu'à Niort et un petit peu à Fontenay-le-Comte. Moi, je le dis et je le redis, j'ai ma petite fille qui habite à Moreil. Ma petite fille, pour s'habiller, eh bien, il n'y a pas un vêtement d'enfant sur Luçon. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein. Si demain on ouvre des commerces sur la périphérie de Leclerc, je sais qu'il y a un magasin de vêtements enfants qui va s'ouvrir. C'est dans les cartons. Mais pour autant, si on dit non à Leclerc de faire ce magasin d'enfants, vêtements enfants, il ne va pas aller sur Luçon, mais il va aller sur La Rochelle, ou il va aller sur Fontenay, ou il va aller sur La Roche-sur-Yon. Alors, est-ce qu'on veut effectivement que tout parte là-bas, ou est-ce qu'on veut effectivement se battre pour que nous, ça reste sur Luçon et que les gens se figent ici? Je le répète, c'est 25% de la population qui partent le week-end s'habiller ou dépenser l'argent ailleurs. Donc, c'est un choix qu'on doit faire. Et c'est un choix qu'il faut effectivement bien définir. Le projet de Leclerc aujourd'hui, c'est à peu près 8 magasins qu'il a. Il y en avait 12 au départ, maintenant il est revenu à quelque chose de plus restreint. Il y en a 8. Il n'y a aucun magasin sur Leclerc qui va s'ouvrir qui ne sera en concurrence avec le centre-ville. Hein, à part un magasin de fringues enfants. Ce sont des magasins de fringues enfants, il n'y en a pas en centre-ville. Donc, à moins que quelqu'un veuille en ouvrir un demain matin, auquel cas, on l'aidera s'il le souhaite. C'est un petit peu ça, la difficulté. Donc, l'avantage, c'est que vous avez des porteurs de projets en périphérie, vous avez des emplois qui vont venir, des emplois assurés, hein, vous avez des maintiens, et surtout le maintien des flux, donc sur la ville de Luçon. Et les gens qui vont dépenser en ville, même s'ils vont sur la périphérie, à un moment donné, c'est à nous, alors par contre, de faire en sorte de les attirer sur le centre-ville. Hein, et ce qu'on a fait, par exemple, dernièrement, le système des bons d'achat à Noël, ça a très très bien fonctionné. Ce matin, on a encore vu la présidente de la CAP et un de ses adjoints qui sont enchantés de ce qui a été mis en place et qui demandent effectivement, bien sûr, si on pourrait renouveler ça dans les mois qui viennent, ou en tout cas en fin d'année. En tout cas, ce sont des actions qui sont porteuses. C'est comme ça qu'on y arrivera peut-être. L'inconvénient, par contre, c'est peut-être que ça déstabilise le centre-ville. Moi, je ne sais pas. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que
j'ai demandé à mes services de faire le tour du centre-ville. On a fait le tour cette semaine. Il y a 136 vitrines actuellement en cœur de ville, 136. Sur les 136, il y en a 7 de vides dans la rue de Gaulle. 7 vitrines de vides, donc 4 qui appartiennent, on a dit, au même propriétaire, malheureusement. Dans la rue Georges Clemenceau, sur 52 vitrines, il y en a 3 de vides. Il n'y en a plus que 3 de vides. Hein. Regardez, il y en a plein qui sont en travaux. Hein. C'est très bien. Donc, les porteurs de projets viennent nous voir. Ils sont contents, ils sont heureux. Rue Victor Hugo, il y a une cellule de vide. Place des Acacias, il y en a une. Et Place du Minage, il y en a une. Voilà, donc on peut être. Moi, je suis assez optimiste parce qu'il y a 1 an et demi en arrière, on avait 24 cases de vide. Et aujourd'hui, on n'a plus que 13 hein, qui sont donc à occuper. Il faut qu'on continue, bien sûr, à mener ces actions. Hein. Et je pense qu'en faisant en sorte d'avoir une ville attractive, c'est comme ça qu'effectivement, on arrivera à faire venir la jeunesse. Alors après, la proposition moi, que je fais, c'est ça, c'est d'allier en fait, allier la périphérie et le centre-ville. Il ne faut pas les opposer. Hein. Tout à l'heure, on avait le directeur de Leclerc qui était là, le directeur de Leclerc, monsieur Picot, qui le dit toujours. D'ailleurs, il fait partie de la CAP. Hein, il est même vice-président de la CAP. Parce que pour eux, la périphérie et le centre-ville, ils sont pas en rivalité, mais bien au contraire, ils sont en complémentarité. Donc il va falloir qu'on travaille. Maintenant, ce qui concerne le logement, hein, on pourra débattre après, ce qui concerne le logement, la difficulté qu'on a sur la ville de Luçon, c'est le coût du foncier. Je rappelle quand même qu'en 2008, c'était à la demande de M. Jean-Michel Demy à l'époque, hein, qui était dans l'opposition, il avait dit oui, faut ouvrir absolument un lotissement communal, parce que les lotissements communaux, au moins, les gens vont venir, ils vont s'installer, ça ne sera pas cher. Sauf que le seul lotissement communal qu'on a sur Luçon, vous le connaissez mieux que moi, c'est le lotissement Moy, celui sur lequel on est déficitaire tous les ans, hein, qui est pris en charge par Vendée Expansion. Et aujourd'hui, on est quand même à 80 €. Si on veut rentabiliser, je veux dire, si on ne veut pas se sortir avec un déficit trop important du lotissement Moy, il faut qu'on vende le mètre carré à 80 € le mètre carré, parce que c'est le coût du foncier à Luçon. Pourtant, nous, c'est la ville qui sommes porteurs. Alors bien évidemment, on peut le mettre à 40 €. Moi, à 40 €, je vais avoir tout de suite des acquéreurs, mais si je le mets à 40 €, eh bien, on sera déficitaire sur le lotissement Moy. Mais après, c'est un choix, effectivement, un choix politique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut porter. Hein. Exactement, je voulais qu'on parle de ça. Ouais. Le foncier coûte très cher, ça c'est sûr, mais il y a aussi les taxes. Je veux dire, c'est souvent ce qui rebute un petit peu les jeunes. Ça coûte cher le terrain d'acheter, mais après, il y a les taxes qui tombent dessus. Est-ce qu'on ne peut pas, justement, imaginer que pendant un certain nombre d'années, on ne taxe pas à moindre coût les primo-accédants, par exemple? Oui, c'est des pistes qu'on peut mettre en place. Hein. Il nous reste encore quelques lots, effectivement, quoi qu'il en reste plus beaucoup, parce qu'on a des projets, il en reste plus beaucoup. Heureusement, bien heureusement encore, le lotissement Moy, on a été pendant 4 ou 5 ans où ça stagnait, puis d'un seul coup, on a vendu 4 terrains cette année, donc ce qui est très bien en soi. Hein, mais bon, il en reste encore quelques-uns. Effectivement, diminuer les taxes, ça peut être aussi une piste. Après, c'est effectivement faire en sorte que au lieu de vendre 80 € le mètre carré, on le vende 60 ou 40, mais ça c'est une décision qu'il faut qu'on prenne. Parce que quand vous êtes à Luçon, vous faites 2 km après sur la gauche, et puis vous avez effectivement le foncier à entre 40 et 60 € le mètre carré. Donc forcément, les gens vont s'installer plus facilement sur la périphérie que sur la ville. Après, ce sont plutôt les anciens qui viennent s'installer sur Luçon lorsqu'ils sont en fin de parcours. Donc c'est vraiment la difficulté. Ça, on fait le même constat, et comme tu dis, c'est pas eux qui remplissent les écoles. C'est ça qui est malheureux. Nous, c'est des jeunes qui vont faire venir. On est d'accord. Malheureusement, c'est pas eux qui vont remplir les écoles. Et c'est la réalité. Et après, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on est limité quand même. Aujourd'hui, dans le schéma de cohérence territoriale, on le dit et on le répète, et puis dans le PLU qui va passer bientôt PLUI, c'est qu'aujourd'hui, on part sur une demande des services de l'État, ce qu'on appelle le ZAN. Le ZAN, vous en entendez. Alors, dès que vous allez en réunion en préfecture, vous n'entendez que ce mot, hein, c'est ZAD, Z-A-N, hein, zone artificialisation nette, enfin zéro artificialisation nette, hein, le ZAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, c'est simple, aucun mètre de carré de terre agricole pour le foncier. Vous avez de l'existant dans vos communes, vous devez le remplir,
Et une fois que vous l'aurez rempli, éventuellement, on ouvrira l'urbanisation. Donc c'est la grosse difficulté. Et puis en plus, pour Luçon, bon, je vous donne pour information si vous ne le savez pas encore, c'est qu'aussi, on est passé au niveau de la densité. Hein, avant, c'était à 17 logements à l'hectare. Là, maintenant, on vient de passer à 25. C'est-à-dire que maintenant, sur un hectare, vous devez faire 25 logements. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose. Alors, pour des jeunes, ça peut être intéressant parce qu'ils veulent des petites parcelles. Mais ce n'est pas forcément non plus s'ils attendent réellement de la vie. Parce qu'au lieu d'avoir une parcelle de 400 mètres carrés, ils préfèrent peut-être avoir une parcelle de 700, 800 mètres carrés. Parce que quand on est jeune, on est vigoureux, on veut mettre des haies, etc. Donc, ils ne les trouveront plus sur Luçon, ces parcelles-là. Ils iront les chercher ailleurs parce qu'autour de Luçon, ils les auront. Mais ils ne les auront pas Luçon parce que Luçon, on est passé de 17 à 25, alors que dans les communes limitrophes, ils seront peut-être encore à 17. Donc c'est un petit peu ça aussi la difficulté. C'est qu'on est vraiment contraint, mais c'est une politique nationale, hein, c'est la politique nationale qui veut qu'aujourd'hui, ils ont certainement raison aussi, hein, on laisse en agricole tout ce qu'il peut l'être. On vous demande d'abord au niveau des collectivités de remplir le foncier que vous aviez déjà acquis. Ensuite, une fois que ce sera fait, de rénover bien sûr tous les logements vacants, et puis l'habitat indigne. Alors là, l'habitat indigne, je ne cache pas, on est à plus de 400 logements sur la ville de Luçon en habitat indigne. Donc dans le cadre des petites villes de demain, là on a aussi encore notre épingle à tirer, parce qu'on va faire le constat de tout ce qui est vacant sur le centre-ville, et puis là, mettre des actions en place pour que les propriétaires puissent rénover, réhabiliter, pour qu'effectivement viennent s'installer des personnes. Donc c'est tout ça, c'est cette politique, c'est-à-dire que l'économie, le logement, et puis enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors actuellement, quand même, à savoir que dans le cadre des logements, on a des lotissements qui sont en train de sortir de terre. Vous avez vu près du cimetière, là, on a on va dire la partie 2 des Bourdines. Alors c'est combien de logements ? C'est 24 logements là. 24 logements. Bon, à partir du mois de... Alors, je pense que les travaux vont commencer là entre septembre... Enfin, dès le mois de septembre, ils vont commencer à détruire le lotissement du Puy-Méran, là, vous savez, l'ancien lotissement, sur le boulevard de l'Océan, et donc y construire 42 logements. Donc 42 logements qui sont un petit peu du type qui est juste à côté. Donc là, ça sera aussi intéressant. Et puis, on a des projets privés qui égrènent quand même en ville. Par exemple, Chemin des Loges, vous avez dû voir, il y a 8 maisons qui sortent de terre. On a aussi Route de Champagné, on a des projets. Oui, Francis ? Oui, je voulais dire qu'à Luçon, il y a un porteur de projet qui veut présenter de l'accession à la propriété. Et ça peut répondre tout à fait pour des jeunes ménages. Et puis, je voulais ajouter aussi qu'à Luçon, les terrains sont plus chers, c'est sûr. Mais dans les communes environnantes, ils ont beaucoup plus de contraintes. Tout ce qui est assainissement et fosses septiques... il faut le rajouter au prix du terrain. Quand vous achetez à Saint-James, vous achetez au Magny-de-Régnier. Donc le prix du terrain, c'est une chose, mais le prix de la construction après, c'est autre chose. Et je voulais dire aussi que je pense que les logements anciens vont peut-être retrouver un peu de jeunesse parce qu'il y a les nouvelles normes qui sortent maintenant. Les normes, jusqu'à présent, on était sur les normes 2012, RT 2012, et maintenant on va être sur RT 2021. Et le coût du logement neuf va augmenter sérieusement à cause de ça, alors que si vous rénovez une vieille maison, vous n'êtes pas contrainte aux mêmes normes. Donc ça pourrait inciter les gens à acheter, disons, un peu d'ancien pour le rénover. Merci pour ces quelques précisions. Je voulais rajouter aussi qu'actuellement, donc, sur les porteurs privés, effectivement, en centre-ville, enfin en ville, hein, parce qu'on a quand même, heureusement, encore du foncier quand même à bâtir, on est quand même aujourd'hui sur pratiquement 40 maisons hein, qui vont sortir de terre d'ici 1 an et demi. Hein. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est bien, hein. Donc c'est intéressant. Alors on espère que ce sont des jeunes couples qui vont s'installer, mais pour autant il faut du travail derrière, quoi. Il faut du travail, et le travail, aujourd'hui, il est plus en périphérie. Donc je parlais du Vendéopole, hein. On a certes des entreprises qui vont venir, mais autrement sur Luçon, on a la chance, Eurial repart, là ça y est, une bonne nouvelle, hein, je peux vous l'annoncer ce soir, on a signé le permis de construire ce soir, cet après-midi même, hein, alors qu'on avait encore des doutes jusqu'à la semaine dernière. C'était pas gagné, il a fallu encore se battre une journée avec... je suis désolé de dire toujours se battre, mais c'est toujours du forcing à faire avec les services de l'État, et on a réussi quand même à sortir le projet. C'était pas gagné, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on sait que les 128 emplois vont perdurer, on ramène des emplois derrière. Mais voilà. On a également aussi un projet, oui, bailleur social sur la route de Champagné-les-Marais,
Enfin, on a quand même des projets. On a aussi, c'est vrai, sur le lotissement Moy, le projet d'un bâtiment actif, jeune actif, d'une résidence pour 30 logements. Alors là, donc ce seront plutôt des personnes célibataires qui pourront y aller, mais ces 30 logements seront bien vus parce qu'aujourd'hui, on a une forte demande par des jeunes et pour des jeunes sur la ville de Luçon. Voilà. Alors, il ne faudrait pas omettre aussi, si tout va bien, donc normalement, dans quelques semaines, le projet aussi il est presque abouti. On va avoir une résidence senior qui va se construire sur Luçon. Alors, vous allez me dire encore des seniors, mais ces seniors cette résidence senior de 90 logements va peut-être faire en sorte que des anciens vont justement déménager pour être dans un certain confort et que les maisons qu'ils ont peut-être sur Luçon, ils vont peut-être les laisser pour justement laisser des jeunes s'installer parce que quand vous avez une maison à pas très cher, si vous avez une maison à 60 000 € aussi en plein cœur de ville à rénover, je pense que ça peut intéresser des jeunes. Ils tapent dedans et puis ils ont aussi de la volonté. Donc tout ça, ça peut être bénéfique. En tout cas, ce sont vraiment des démarches qu'il faut qu'on ait et qu'on travaille en permanence. Ouais. Ça, je pense qu'il faut qu'on communique sur les maisons à rénover. Je suis d'accord avec M. Vrignot. Mais il y a une communication. La politique, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on communique. Les jeunes, on peut les faire venir en expliquant qu'on peut mettre des aides en place pour la rénovation de logements. Je crois qu'on est à 600 maisons non habitées à Luçon. C'est 10% du parc immobilier. C'est énorme. Donc c'est clair que comme on aura du mal maintenant à avoir des terrains avec une surface importante, voilà. Mais il faut inciter les jeunes. Mais il faut communiquer, je pense. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. C'est réussir à faire en sorte qu'ils puissent accéder à des maisons à un coût pas très élevé pour pouvoir effectivement les rénover, les réhabiliter, être là en cœur de ville, mettre leurs enfants dans les écoles à proximité. C'est tout l'intérêt qu'on a à y gagner. Voilà. Après, bon, bien sûr, le dernier volet, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on l'exprime au départ, c'est aussi pour que les jeunes puissent s'installer, il faut aussi de la qualité de vie, quoi. C'est le bien-être, le bien-vivre ensemble. Enfin, vous connaissez mieux que moi. C'est tous ces atouts qu'il faut mettre qu'on a déjà, mais qui font notre force. On a la chance quand même d'avoir tous les services publics à Luçon, ça il faut le dire, le redire. Aujourd'hui, l'hôpital fonctionne quand même. On a une gare SNCF qui va rouvrir prochainement. On a une offre de santé de soins qui n'est pas calamiteuse non plus. On travaille, bien sûr, il faut continuer à essayer de faire venir des médecins. Et vous avez vu, toutes les communes, il n'y a pas un maire aujourd'hui qui se bat pour ne pas faire venir un médecin. On est dans la même démarche. Et puis aussi, on a cette offre culturelle qu'on propose, qu'on veut proposer, parce que malheureusement actuellement ce n'est pas le cas, qui permet aussi effectivement de montrer le dynamisme de la ville, que ce soit dans le sport, la culture, etc. Voilà, moi j'ai pas d'autre chose à formuler, malheureusement on n'a pas de baguette magique, ça serait trop beau, mais si on travaille ensemble, oui, je pense qu'on peut y arriver, et en tout cas c'est notre envie, je pense à tous. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler, échanger, donner des avis? Dans les jeunes, là-bas, non? Vous êtes encore chez papa et maman? C'est ça? L'ancien étau s'est tombé à l'eau. On n'a jamais su pourquoi. On avait un super projet de 8 maisons qui avait été présenté, qui était magnifique. Et puis, alors si, pardon, je sais pourquoi, on sait pourquoi. On sait pourquoi, pardon. Oui, enfin, on le sait. En fait, il y a des dépollutions à faire. Sous l'ancien étau, il y a des cuves. L'ancien étau, c'est un ancien garage automobile et le terrain n'a jamais été dépollué. Et malheureusement... ça convient pour faire un entrepôt, mais ça ne convient pas pour faire des habitations. Là encore, vous voyez, c'est des aberrations, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on est sur une friche, là. Enfin, bon, ça va parce que ça a été cassé. Mais à la limite, qu'ils en fassent un parking. Mais comme aujourd'hui, tant que ce n'est pas dépollué, eh bien, on ne pourra pas construire. Et les promoteurs de La Rochelle, qui étaient venus nous voir, qui avaient un super projet, on leur a pas donné cette information. Puis le jour où ils ont voulu, bien sûr, ensuite déposer le permis, on leur a dit, mais attendez, il faut d'abord dépolluer. Puis la dépollution, ça coûte un brin, quoi. Alors aujourd'hui, est-ce que quelqu'un va vouloir investir pour faire la dépollution? Faire des garages, oui, je pense que ça marche, oui. Pas des habitations, ouais. Malheureusement. Vous voyez, on est sur des trucs comme ça, c'est un peu dommage parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vous met un frein, quoi, un coup de frein. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Non? Bon, la politique de la ville en termes d'équipement sportif, on verra la prochaine fois. Ok, comme ça on dira à François
disserter là-dessus. Écoutez, je vous remercie pour cette participation à ce conseil municipal. Je voudrais qu'on remercie une dernière fois notre directrice générale des services d'avoir pris le crayon et jusqu'au bout. Merci Corinne. Et puis on vous souhaite bon courage et bon vent dans vos nouvelles occupations. Merci. Merci à vous et bonne soirée. On remet quelque chose à Corinne ? Ouais. Corinne, au nom du conseil municipal, on vous remet